Sur une échelle de 1 à 10, à combien dirais-tu que tu es un team player? Type de soirée que tu affectionnes le plus, style de fille, la sape la plus chère que tu aies payée de ta vie, c'est quoi? Dans la même journée ou dans le shop? Que parfois t'as des gros craquages oui. qui peuvent arriver. Non. T'as perdu, t'en as ras le cul, t'arrives, Ouais. t'en prends 3 et tu les démontes. C'est important de faire attention pour son corps, tout ça. Putain, merde. Vas-y là. Est-ce que tu peux nous dire, Terence, à quel âge t'es arrivé au club? Je suis arrivé au club à l'âge de 6 ans. Donc je suis arrivé au club en 2008. Je suis licencié maintenant depuis 14 ans. Et comment t'es arrivé là-bas? Par pur hasard, parce qu'en fait à la base je jouais au foot sur le terrain de foot qui est juste à côté du centre de tennis. Et comme je l'avais déjà expliqué pas mal de fois, comme je suis un grand fan de jeux vidéo, et quand j'étais tout petit j'avais déjà cette passion des jeux vidéo, et un jour ma mère, en rentrant du boulot, elle m'a surprise en train de jouer aux jeux vidéo au lieu de faire mes devoirs. Elle a pas trop aimé, du coup ce qui s'est passé, c'est comme je jouais beaucoup aux jeux de sport sur la Wii à l'époque, du coup ma mère m'a dit bah voilà écoute, il y a un club de tennis juste à côté du foot, au lieu de jouer à la play 2 heures, et bah hop, bah, tu vas sur un terrain de tennis pendant 2 heures, et c'est comme ça que j'ai commencé le tennis. Avec Jérôme, du coup, non? Avec Jérôme. Non. J'ai commencé avec, à l'époque avec Julie Meigneux, qui est la fille de Jacques Meigneux, que tu as sûrement dû voir au club, qui est toujours là. J'ai commencé avec Julie Meigneux, puis après, derrière, c'est là où j'ai rencontré Jérôme, où je suis passé avec Jérôme. Jérôme, tu dirais très rapidement qu'il t'a apporté quoi pendant... C'est quoi, tu l'as eu à peu près 7 ans, non? Ah oui, je l'ai eu toute mon enfance. Donc ce qui m'a apporté, c'est bah, les bases de mon tennis, ma technique, ma tactique. Et c'est vraiment lui qui a construit cette base technique très très solide, et cette éducation sportive dès le départ, et à prendre goût justement à l'effort, à prendre goût au tennis. Et c'est vraiment lui qui m'a apporté. Mais je pense que la plus grande partie qui m'a apporté dans mon tennis, c'est ma technique, qui est toujours restée intacte depuis de nombreuses années, notamment surtout en coup droit, où c'était déjà lui qui m'avait appris à commencer à tirer le coude pour ensuite passer par en dessous. Donc c'est vrai que je lui suis redevable la vie justement pour m'avoir formé techniquement. Et à partir de quel moment t'as commencé à kiffer Kyrgios? J'ai toujours aimé... À la base en fait, j'aimais beaucoup Fognini quand j'étais très jeune, et c'est vrai que Kyrgios était à son prime dans les années 2014-2015. Donc c'est là où j'avais 12-13 ans, et c'est vraiment là où j'ai commencé à m'inspirer un peu du personnage que c'était, un peu bad boy, un peu quelqu'un qui en a un peu rien à foutre de tout, mais qui au final gagne. Qui au final, voilà, sur les tournois, il enchaîne, il gagne des matchs, il fait des finales à droite à gauche, il gagne des tournois, il gagne des titres, et au final il se retrouve 13e ou 14e mondial en une saison, et tout le monde pense que c'est un brawler fini, alors qu'au final le mec est monstrueux quoi. T'as copié son service d'emblée ou... Ouais, j'ai copié son service, pas copier parce que lui il a un rythme rapide, mais il prend la balle en phase descendante. Et moi la balle je la prends en phase montante. Donc en fait je me suis inspiré pas mal de son service, et je me suis inspiré justement de sa position, de comment est-ce qu'il mettait ses pieds, etc. pour revenir. Donc il y a eu beaucoup d'analyses vidéo là-dessus, et j'ai réussi à l'emmener un peu dans ma sauce, un peu dans mon tennis, et c'est comme ça justement que m'est venu le rythme rapide, c'est en m'inspirant un peu de Nick, en m'inspirant un peu des mecs qui servaient très rapide, très relâché, et comme j'avais un problème quand j'avais 15-16 ans, que j'arrivais pas à faire partir mon service plus de 190-200 km/h, ce qui est déjà pas mal pour un gamin de 16 ans. Mais c'est vrai que j'ai cherché beaucoup de solutions justement à essayer de développer toujours mon service, et depuis c'est resté comme ça, le rythme très rapide. Donc des fois il y a des énormes fautes, mais avec beaucoup d'expérience, avec maintenant on va dire 8 ou 9 ans vraiment où je fais que ça, c'est vrai que maintenant c'est très automatique, et je ne peux plus faire un service on va dire normal, avec un rythme normal, un lancer de balle, etc. Parce que j'ai pas la puissance pour, et moi tout vient de mon relâchement. Et t'as un caractère assez bouillant sur le Ouais, terrain. ouais. Là, je crois que tu commences une nouvelle collaboration avec Guillaume Père, qui avait eu Oui. Marcos Baghdatis à l'époque. Richard Gasquet, Paul-Henri Mathieu et En quoi est-ce qu'il te canalise s'il y arrive? militaire. C'est militaire, c'est disons que j'ai pas le choix. En fait, je pense que je suis une personne où il faut pas me laisser le choix.
Faut vraiment m'imposer un cadre, sinon c'est très compliqué. C'est vrai que si on me donne ça, bah, j'ai l'habitude de prendre ça, c'est dans mon caractère. Donc Donc lui, il te donne ça, quoi. Guillaume, non, Guillaume il me donne rien, non, non, il laisse rien passer. Sur mon comportement, voilà, il y a très peu de choses qu'il tolère. Donc moi ça me dérange pas du tout parce que c'est une personne en qui j'ai énormément confiance. C'est une personne qui est beaucoup plus âgée que moi, qui me prend vraiment comme son propre enfant. Donc il y a vraiment une approche de papa, mais de papa strict, dur. Mais c'est quelqu'un qui veut me voir réussir profondément. C'est quelqu'un qui est très attachant, donc c'est vrai que voilà, que c'est un coach qui est très dur, mais je sais qu'il veut mon bien et je sais qu'il fait ça pour moi. Donc ça me dérange pas qu'une personne soit très autoritaire avec moi, qu'une personne soit très cash et m'impose un cadre justement de sérieux, de travail, parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour réussir. T'as commencé à quel âge le tennis, t'as dit? 6 ans et demi. Et à partir de quel moment t'as voulu être pro? Bah, j'ai commencé à faire le circuit un peu international quand j'avais 12 ans, avec les tennis Europe en moins de 12 ans. Ensuite, après, j'ai basculé avec les tennis Europe moins de 14 ans, les ITF juniors. Et je dirais là où je me suis vraiment rendu compte que j'avais quelque chose à jouer, c'est quand j'ai commencé à vraiment arrêter l'école, quand j'ai À quel âge? 16 ans, où j'ai vraiment totalement arrêté. Je faisais le CNET déjà à partir de la cinquième. De la cinquième jusqu'à la fin de la troisième, j'ai passé mon brevet avec mon son très bien. Et ensuite, c'est vrai qu'il y avait beaucoup trop d'heures d'entraînement, beaucoup de voyages. Donc c'était très contrariant pour moi d'être dans ma chambre et faire 4 heures de CNET par jour alors que j'étais rincé après mes entraînements, après mes matchs. Donc il a fallu prendre une décision. C'est une décision qui n'a pas été facile, mais voilà, j'ai toujours eu le soutien de mes parents là-dessus. Donc c'est à partir de ce moment, je dirais là où j'ai vraiment arrêté l'école, où je me suis dit qu'il fallait que je me lance vraiment à 200%. Avant tes 16 ans, tu rêvais pas d'être pro. Si, c'était un objectif, mais c'est quelque chose qu'on rêve quand on est gamin, mais c'est pas quelque chose dont on a conscience, dont on a vraiment, où on se dit vraiment, voilà, est-ce que je vais vraiment le faire? Est-ce que ça va vraiment se passer, ce scénario? Alors est-ce que c'est bidon? Parce que quand t'as 15 ans, excusez-moi, mais on n'est pas bon. On n'est pas bon, il n'y a aucune garantie qu'à 15 ans, que tu sois le meilleur joueur au monde de l'histoire du tennis à 15 ans, il n'y a personne qui t'assure que tu vas être professionnel. Donc, comme le tennis, c'est un sport où il faut gagner des matchs pour être rémunéré, c'est pas comme au football, on peut avoir 16 ans, signer un contrat pro à 16 ans et être assuré déjà sur les 5 prochaines années. Dans le tennis, c'est pas du tout ça. Donc, non, c'est vrai c'est toujours une remise en question quotidienne et c'est quelque chose dont on rêve quand on est petit et au final, on se rend compte que c'est de plus en plus atteignable à force de gravir justement les échelons. Et voilà, après en termes de classement français, quand j'ai commencé à passer seconde série, quand j'ai commencé à passer négatif, quand j'ai commencé à gagner mes premières victoires numérotées, en junior quand j'ai commencé à rentrer dans le top 100 junior, ensuite je suis rentré dans le top 50 junior, dans le top 20 junior, pour finir numéro 15 junior. Donc c'est vrai quand on est dans les 15 meilleurs joueurs mondiaux des moins de 18 ans, c'est vrai qu'on se dit bon bah ok la première étape entre guillemets est faite, maintenant voilà, faut se lancer sur le vrai circuit pro. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance à l'époque où j'ai commencé les futurs. En étant très très bon junior, on a eu des avantages justement sur les futurs, on était directement dans le tableau final. Donc ça nous a évité de perdre beaucoup de temps. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que si on joue pas le circuit junior et qu'on se lance tout de suite sur les futurs, bah faire 3 tours de qualif toutes les semaines c'est très contrariant. Et voilà, moi je connais des joueurs qui jouent très très bien et qui passent toutes les semaines par les qualifs. Et gagner 4 matchs pour un point ATP, voilà, c'est pas dit qu'on le fasse toutes les semaines. Donc j'ai été avantagé là-dessus, j'ai réussi à prendre mes premiers points tout de suite à... J'ai pris mon premier point ATP à 17 ans et 9 mois, où je fais quart de finale sur un futur. Et derrière après, j'ai réussi à rentrer dans les tableaux avec mon classement junior. Ensuite, après mon classement junior, j'avais le classement pour être directement sur les tableaux finaux en futur, donc après ça a été facile. Tu disais qu'il faut gagner des matchs pour être rémunéré. Ouais. Là, tu viens de faire. Enfin, on est en fin d'année, donc tu sais à peu près combien t'as coûté la saison. Ouais, Tu ouais, peux nous dire j'ai fait mes comptes. Ben voilà, avec mes déplacements, mes coachs, préparateur physique kiné et tennis coach, déplacements, tournois, hôtel, avion, nourriture. Cette année, mes revenus aux alentours des 200-250 000 euros, juste pour mon staff.
Et t'as gagné combien en parallèle? Cette année, j'ai gagné 400 000. Je suis en positif, voilà, j'ai des sponsors derrière moi, j'ai également d'autres sponsors privés, donc moi j'ai pas à me plaindre là-dessus, je gagne très bien ma vie et voilà, je suis très reconnaissant là-dessus. Après, c'est vrai que mon staff me coûte très cher et je pense que sur cette première année, j'ai aussi pas mal de dépenses qui ont été un peu inutiles. Comme. Bah, comme par exemple, voilà, si par exemple sur des tournois, au lieu de prendre une chambre pour mes coachs à 250 euros, bah peut-être essayer de prendre celle à 150 qui est à côté. Et pour éviter de se retrouver avec des factures de 8-10 000 euros quand on joue bien sur des gros tournois. Mais je pense que je peux être, bah voilà, comme c'était ma toute première année sur le circuit principal où j'ai fait pas mal de tableaux finaux, pas mal de gros matchs, c'est vrai que j'ai pris conscience, entre guillemets, de combien coûte réellement le circuit. Et voilà, et puis il y a certaines erreurs que j'ai faites, voilà, sur certaines dépenses où j'aurais pu économiser tant. Et c'est vrai que mis bout à bout, au lieu de payer une saison de 250 000, peut-être que j'aurais pu la payer peut-être 200 000 et me garder justement ce chèque de 50 000 sur mon compte. Et voilà, et puis pouvoir profiter un peu de ça, faire profiter mes proches, etc. Mais non, par ça, c'est vrai qu'il faut savoir que le tennis coûte très cher. C'est un sport très ingrat, donc tant mieux si on performe, et si on performe pas, bah, tant pis. Après, l'avantage qu'on a maintenant à arriver à mon classement, c'est qu'on a des garanties financières mises par l'ATP, qui est le programme Baseline. Donc on a une assurance financière en étant 150e. Comme j'ai fini l'année 150e, une assurance qui est à, je crois, 175 000 euros sur les prochaines. Ça veut dire même si je gagne pas un seul match et pas un euro, bah, je suis quand même garanti de prendre 175 000 euros l'année prochaine. C'est ouf ça. Donc ce qui est très intéressant, mais ça voilà, c'est des programmes qui sont disponibles uniquement à partir du top 250 mondial. Et voilà. Top. Putain, ça c'est vrai que tu fais bien de le préciser. Par exemple, si on est 250e, c'est combien? C'est dégressif, j'imagine. 110 il me semble. Ok. Ah, c'est déjà beau. Peut-être 85. Ok. Alcaraz a été assez honnête il y a pas longtemps en disant que l'argent était aussi une motivation pour lui, Bien qu'il sûr. fallait pas se voiler la face. Ouais. À quel point toi ça te motive, tu dirais? Bah, moi, l'argent est toujours passé en second. Et parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont bien dans leur basket, qui ont de l'argent, qui ont toujours été là pour moi financièrement. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu de problème financier. Donc l'argent, ça a toujours été une motivation, certes. Quand on est jeune, on veut avoir de l'argent, on veut s'acheter de belles choses, des beaux vêtements, des belles voitures, un bel appartement, etc. Mais je pense que vraiment ma faim sur le terrain et ma soif de progresser tous les jours, d'avancer au classement, de gagner des gros matchs, justement de marquer un peu les esprits tout au long de l'année. Je pense que c'est vrai, c'est réellement ça qui me pousse aujourd'hui à m'entraîner vraiment comme un chien et à vraiment essayer de m'en sortir en tant que joueur de tennis et à vraiment réaliser mes rêves. Et bah voilà, le financier, comme je dis souvent, ça reste une conséquence pour moi et non un objectif. Parce que voilà, si on joue pour l'argent, bah on n'arrive plus à jouer, mais si en même temps on s'en fout de l'argent, bah ça peut pas marcher non plus, donc il y a un compromis à faire. Je pense qu'il y a certains moments de l'année où il faut réussir à jouer pour l'argent et d'autres moments de l'année où il faut réussir à jouer aussi pour sa carrière, mais c'est vrai que moi l'argent c'est toujours passé en second plan. Et vraiment ma soif de vengeance et mon envie de progresser constamment et de réussir à atteindre mes objectifs, c'est vrai que c'est vraiment ce qui me motive tous les jours. Tournoi que tu rêves de gagner, c'est lequel? Bah, je l'ai toujours dit, c'est pas un grand chelem forcément, mais moi, le tournoi que j'aimerais gagner, c'est le Master 1000 de Shanghai. Parce que c'est là où j'ai marqué mon premier. Mais c'est là où j'ai gagné ma première victoire sur le circuit ATP, sur un tableau final contre Jordan Thompson. Donc c'est vrai que c'est un tournoi qui me tient très à cœur. Cette année, j'ai eu la chance de repasser les qualifications, de regagner aussi un tour dans le tableau final et de perdre contre Taylor Fritz très accroché. Donc c'est un tournoi qui me tient très à cœur. Et puis après, voilà, forcément, je sais que j'ai un jeu qui va très bien sur dur et j'ai beaucoup de choses à progresser sur terre. Donc c'est vrai que pourquoi pas essayer de créer l'exploit, peut-être un jour dans ma carrière, de gagner un titre comme Roland Garros, pour moi ça serait exceptionnel. Ça me prouverait aussi que je pourrais être un très bon joueur de terre battue. Et puis voilà, après franchement j'ai aucune limite, j'ai envie de gagner tous les tournois que je fais. Je me fixe aucune limite de classement, aucune limite de, 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 de titres, j'essaie juste de me donner à fond tous les jours, d'essayer de progresser, de prendre toutes les expériences possibles, imaginables, et puis après on verra ce qu'il en est. Là, du coup, tu as l'occasion
de vivre une nouvelle expérience par équipe. Mm. Sur une échelle de 1 à 10, Mhm. à combien dirais-tu que tu es un team player? 0. Je suis nul. Ah mais je suis nul en team player, mais laisse Oh la tomber. vache. Mais pourquoi? Bah je sais pas, j'ai du mal, hein, j'ai du mal avec l'esprit d'équipe, j'ai du mal avec la cohabiter, à être là pour les autres, etc. Parce que le tennis est tellement individuel, tellement individualisé, et tellement, on se sent tellement seul tout au long de l'année que d'être avec des gens comme ça fait énormément du bien. Ouais. Je trouve ça exceptionnel. Mais putain, je trouve ça dur quoi. Ok. Parce que c'est pas ta nature, peut-être. Non, parce que c'est peut-être pas dans la nature. Moi, je suis quelqu'un d'un peu plus réservé, un peu plus dans mon coin, un peu plus solo. Moi, j'aime bien aller dans des restaurants tout seul. J'aime bien faire des sorties tout seul, aller au cinéma tout seul. Enfin, moi, c'est des choses qui m'ont jamais dérangé. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc c'est vrai que qu'être dans une équipe comme ça, je suis très content parce que c'est des gens que j'aime beaucoup avec moi dans l'équipe. Mais c'est vrai que je trouve ça compliqué de réussir à être là, chacun l'un pour l'autre, etc. Et du coup, tu dois te faire violence? Non, je dois pas me faire violence, mais des fois, par exemple, quand je regarde les matchs de mes potes, bah, des fois je sors mon téléphone et je lui dis non mais attends, il est en train de jouer, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas naturel en fait. Mais à force de jouer des matchs par équipe, je commencerai à être un peu habitué, mais c'est vrai qu'au début ça m'a fait très bizarre. Et, euh, et après on commence à s'habituer, mais c'est vrai qu'au début c'était vraiment très galère. Et si demain t'es appelé en Coupe Davis, Ouais, qui est un peu le même délire, ça me mais ferait. au niveau national, tu vois, Ouais, ouais. comment tu le vivrais, tu penses? Bah, je le vivrais bien parce que c'est une grande chance de pouvoir représenter mon pays officiellement, même si on le représente tous les jours, mais représenter mon pays en équipe contre d'autres pays également, pour moi, ça peut être une expérience très enrichissante aussi. Même si maintenant la Coupe Davis a un peu moins d'intérêt qu'à l'époque, avec les nouveaux formats, etc. C'est vrai que c'est pas optimal comme on pouvait voir dans les années 2010-2000 où là c'était vraiment un événement à pas louper. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui passent à côté, mais non, une première sélection en équipe de France l'année prochaine, ce serait aussi un bel objectif. Pourquoi pas, ça dépendra de mon classement, ça dépendra de beaucoup de choses, mais ça pourrait être envisageable et c'est vrai que ça peut être aussi un objectif très sympa. Et pouvoir également gagner un match, peut-être si j'ai la chance de participer à la Coupe Davis, d'essayer de gagner un match en Coupe Davis, à ajouter une ligne dans mon palmarès, ça serait top. Alors, t'as dit que t'étais un loup solitaire, mais Ouais. dernier volet, Dis-moi. l'amour, Ouais, Clérance. ouais. Tu as rencontré une copine et on a des rushs de toi de l'année dernière qui dit jamais, au grand jamais, je ne serai distrait par une femme Ouais. en tournoi. Qu'est-ce Bah, qui s'est passé en un an? c'est le cas, je suis jamais distrait par les femmes en tournoi. J'ai rencontré ma copine sur le tournoi de Miami, donc après ma défaite contre Brandon Nakashima, où malheureusement je me suis blessé au début du match et j'ai dû abandonner à 1-0 dans le premier set. Et en fait, cette femme était venue avec une copine à elle, tout simplement à Miami, et du coup, cette amie-là, c'est une amie en commun. Avec cette amie en commun-là, on s'était dit qu'on allait faire un peu de shopping dans Miami tranquillement. Et paf! Raconte-nous le premier bisou. Non! Non! Je t'aimais. Non, je suis timide, non, mais voilà, j'ai rencontré pour la première fois à Miami. Après, le courant est bien passé. On s'est vu une ou deux fois. Et puis après, la troisième fois, on s'est vu. Et là, on est passé aux choses sérieuses. Et puis voilà, on est ensemble depuis maintenant, depuis le mois d'avril. Donc ouais, ça fait 7-8 mois maintenant que je suis Et tu disais qu'elle te suivait ma sur copine. quelques tournois. Donc Ouais, elle me c'est suit. bien compte. Elle me suit sur pas mal Un de peu, tournois, comme elle a un job, comme elle a un online job. Du coup, elle peut travailler en ligne, donc c'est très pratique. Et voilà, là, on a emménagé ensemble sur Dubaï, donc voilà, j'espère que tout ira bien avec elle et que ce sera la bonne. Mashallah, comme on dit. Masha'Allah. Mais ça vient un peu contredire ce que tu disais il y a un an, au final. T'es Bah, bien avec une nana sur un tournoi, enfin sur les tournois. non, parce qu'au final, c'est ma copine, c'est pas une nana comme ça où on arrive hop, un soir et puis après c'est fini. Yes. C'est vraiment un soutien et c'est vraiment une personne qui m'aide aussi beaucoup dans mon tennis et dans l'en dehors. Du tennis, c'est une personne qui m'aide beaucoup moralement
Et ouais, c'est une personne que j'apprécie énormément et que j'espère que ça va continuer ainsi parce qu'elle me fait beaucoup de bien en dehors du tennis. Elle arrive aussi à me canaliser, à me calmer un peu quand je m'excite. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'avoir aussi des personnes qu'on ne pensait pas avoir dans son staff forcément et qui viennent comme ça. Et au final, je suis très content de cette rencontre et voilà, et puis elle me fait beaucoup de bien, donc c'est que du positif. Trop cool. Dernière question, enfin Dis-moi. un dernier petit truc. Non, non, pas envie. Sacrée célébration pour ton match Ouais. contre. C'était quelle équipe? Strasbourg. Strasbourg. Pourquoi autant de joie comme ça, célébrer aussi fort Bah non, sur un match de Pro B, tu vois? ouais, parce que ça me tenait beaucoup à cœur de jouer devant ma famille, devant mes amis. C'est quelque chose que je fais une fois par an. Et c'est vrai que l'année dernière, les matchs par équipe pour moi se sont très très mal passés. J'ai eu énormément de difficultés à jouer au tennis, hein. J'ai perdu tous mes matchs, ça a été très compliqué mentalement de m'en remettre. Donc non, c'est vrai que d'arriver ici et d'être meilleur que l'année dernière et de réussir à gagner un match à l'arrache comme ça, chez moi, devant mon public, devant ma famille, mes amis, etc. Pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. Pour moi, c'est mieux que de gagner un titre en Challenger ou de gagner un titre à ATP, quoi. Pour moi, c'était la folie. Trop cool. Et du coup, si le club monte en Pro A, Ouais. qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu te vois continuer dans les années qui viennent? Bien sûr, Quelle est ta perception moi des choses? j'ai toujours été dans cette équipe, peu importe que l'équipe soit en Régional 4 ou qu'elle soit en Pro A, moi je serai toujours là. Je serai toujours là pour l'équipe, pour Franck, pour la ville. Et non, et puis ça va au-delà du tennis. C'est vrai que pour la ville, pour la région, avoir un club de tennis en professionnel A, c'est vrai que c'est quelque chose dont je pense que chaque ville aimerait avoir. Donc non, c'est même pas pour Franck ou pour moi ou pour l'équipe, c'est vraiment, je pense, c'est pour la ville et pour la région. Je pense que pour la ville, ça ferait énormément de bien. Je pense que ça pourrait amener beaucoup de personnes, ça pourrait amener beaucoup de monde. Boulogne est en train de s'étendre, on est en train de construire pas mal de nouvelles choses dans la ville. Moi, j'ai pas de part là-dedans, hein. Je dis on, mais parce que je représente la ville. Et voilà, il y a un nouveau cinéma qui s'est construit, le plus grand de la région. On a une ville exceptionnelle et c'est vrai que le fait de monter en Pro A, pour moi, je pense que ça pourrait faire mieux connaître la ville et ça pourrait placer Boulogne-sur-Mer sur la carte de France dans le tennis. Et pour moi, ça serait exceptionnel. Puis si on est champion de France, alors là, ce serait le Graal, je pense, pour Franck et pour la ville. Là, je te confirme, Tennis Légende œuvre pour faire du contenu sur Boulogne-sur-Mer. Avec Et alors, grand plaisir. la touche finale, la final Mhm. touch comme on l'appelle, est-ce que tu pourrais nous faire un petit mot pour Franck et Arnaud en version accent du Nord? Fais-le pour Franck, Terence! Et si c'est pas diffusé, je le fais. Oh merde! Ah non, mais si tu prends la vidéo et que derrière tu leur montres qu'à eux, ça va. Non, sinon je vais me ridiculiser. C'est pas le but. Non, c'est pas le but, mais l'idée c'était de faire un truc mignon, tu vois. Ouais, c'est... Comment ça va? Ça va, mon Terence? Très bien et toi? Magnifique. Bienvenue à Melbourne. Enfin, Merci beaucoup. toi t'es là depuis un petit moment Un déjà. petit moment, ouais. 2-3 jours. Et avant? Avant, j'étais à Hong Kong. Je suis en Asie depuis maintenant 3 semaines et demie. T'es acclimaté là. Ouais, je suis bien là. On va aller dans un petit jardin à 10 minutes à pied. Allez, Tu super. m'as dit que t'aimais bien la nature. Ah, j'adore ça. Et puis j'ai quelques questions pour toi. Allez, super. C'est parti. Tu connais un peu le quartier là ou sans plus? Non, du tout. Non, l'année dernière, en fait, j'étais arrivé la veille, donc j'étais directement au Grand Hayat, Ouais. mais qui est juste derrière. Donc c'est vrai que non, là, je connais pas trop. Je suis sorti un peu avec ma copine pour aller manger un peu là. Il y a un mall à côté qui est sympa, avec un bon mexicain, des bonnes ramen, mais je connais pas du tout le coin. J'ai pas encore de petites adresses sympas de café, tout ça. Alors j'adore ça en plus, donc Ah ouais? non, on n'a pas encore cherché avec Karine. Parce qu'en Australie, il faut savoir qu'en Australie, par rapport à ce qu'on pense, l'Australie, ils produisent les meilleurs cafés au monde. Eh ben oui, c'est une des spécialités de Melbourne. Incroyable. Figurez-vous, on y va ou pas? Ouais, On fait les fous? ouais, bien sûr. Bon donc Terence, tu as 22 ans. Ouais, c'est ça. T'es dans l'année, t'es 23 ans là Ouais. en 2025. Absolument, Tu viens de Boulogne-sur-Mer. absolument, tout à fait. Tu es français, Oui, gaucher, oui. un peu fou, Un peu beaucoup. explosif. Très explosif.
Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre sur ton pédigré? Voilà, non, t'as bien résumé. Et puis après, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez gentil de nature, assez agréable à vivre et assez tranquille, assez posé. Donc je pense qu'on peut rajouter ça. Ouais. Puis après, sur le terrain, c'est une autre histoire parce que j'ai un tennis qui est, on va dire, totalement à l'inverse de mon caractère de tous les jours. J'ai un tennis qui est très explosif, très nerveux et très énergétique. Ouais. Alors que contrairement en dehors du terrain, justement, je dépense pas d'énergie du tout. Je suis très calme, très posé. Donc c'est vrai que justement, il y a deux différentes personnes justement en dehors et sur le terrain. Ouais. Mais après voilà, chacun se connaît. Mais non, c'est vrai que c'est marrant parce que tout le monde me dit qu'en dehors du terrain, ça n'a rien à voir avec ce que je suis sur le terrain. Donc c'est marrant. Tu mesures combien? 1m94. Belle bête. Ouais. Et 94 pour 82 kg. bien Ouais. proportionné. Ouais, Et en plus, tu décolles, mon gars, au service. Non, mais c'est vrai. ça décolle. Oh, Moi, ça ça m'a assez frappé sur les Ouais. montages qu'on a fait à Boulogne, où tu as une détente, une explosivité de ouf, mais, Ouais, je suis très explosif. en toute décontraction. C'est-à-dire Ouais. qu'on n'a pas l'impression que tu grilles beaucoup d'énergie pour autant. Non, pas du tout. C'est ouf. Non, c'est juste mon tennis. Tu l'as vachement bossé, ça, ou c'est naturel? Non, c'est naturel parce que je suis un profil quand même extrêmement aérien. Ouais, Donc c'est vrai que depuis tout petit, tu vois, même quand je faisais mes coups droits à service, je sautais déjà très haut à l'époque. Et c'est vrai que c'est, contrairement à d'autres joueurs qui sont vachement ancrés au sol, tout ça, moi si par exemple je fais ça, au bout de 30 minutes quand il fait chaud, je vais cramper. ouais, Et à l'inverse, ces mecs-là, s'ils essayent de sauter comme moi, etc., en 30 minutes, ils vont cramper aussi. ouais. Donc en fait, c'est vraiment chacun son. C'est mécanique. Il y en a qui sont beaucoup plus aériens, qui ont des profils plus aériens. Souvent, c'est les mecs qui sont fins, qui sont grands. C'est un peu très aérien. Tu as des mecs un peu comme Shapovalov qui sautent dans tous les sens. Même un peu Djokovic au final qui saute quand même pas mal. Alcaraz qui saute aussi beaucoup. Ouais. Mais eux en plus, ils arrivent quand même à rester quand même beaucoup plus bas parce qu'ils sont forts, ils sont moins grands. Ouais. Mais tu vois, tu as d'autres joueurs comme Stefanos, tout ça, qui sautent beaucoup sur un terrain. Et ouais, non, ça dépend vraiment du type de morphologie que tu as à la base. Et puis après, forcément, c'est travaillé, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment naturel maintenant. Bon, et donc, on est en Australie, mec, c'est quand même ouf. Ouais, Quand t'étais. Déjà, à quel âge t'as commencé le tennis? j'ai commencé à 7 ans. Et quand t'avais, dans ces âges-là, tu matais un Ouais. peu à la télé ou... Bien sûr, bien sûr. C'est tous quoi les jours. tes premiers souvenirs de Melbourne quand t'étais jeune? Tu te souviens de quoi? Bah, Les odeurs, les sensations, les couleurs. non, À gauche, je me les gars, là. Là À gauche, là. Non, je me souviens pas. Je me souviens pas vraiment des premiers moments où je regardais la télé un peu sur ces matchs, mais je me souviens de mes premières fois où je suis allé voir vraiment du tennis de très haut niveau quand j'étais très jeune. Quand j'ai joué l'année dernière en qualif, où j'avais perdu 7-5 ou 3 au premier tour de qualif, c'était quand même bizarre un peu de se retrouver à l'endroit justement où j'avais regardé quand j'étais tout petit et se retrouver sur le terrain. Mais Et Melbourne, t'as pas des souvenirs de quand t'étais jeune? À la télé? De se réveiller le matin et de voir les matchs non, pas vraiment. Non? Non, parce que à la base, quand j'étais plus Ça va, jeune, ta je mémoire, regardais, t'es je regardais pas trop la télé. Ah, ok. Quand j'étais Tu jeune, je jouais regardais pas plus, trop. déjà. Ouais, je jouais qu'aux jeux vidéo quand j'étais tout petit, donc c'est vrai que je regardais pas trop la télé étant jeune. Et en général, si je regardais la télé, je regardais pas le tennis, donc c'est vrai que je m'y suis mis quand même tard. Ouais. Quand j'étais jeune, j'aimais pas du tout regarder le tennis. Ouais. Mais vraiment, je détestais ça. Je pouvais pas regarder un match, ça m'énervait. Ah ouais. Et Et maintenant, tu peux ou pas? ouais, bien sûr. Non, maintenant, je peux pas passer une journée sans regarder le tennis, mais. Ouais, mais Enfin, je veux dire, à entre le partir- regarder sur les réseaux sociaux et un match Non, entier, non, c'est non, différent. Non, le regarder vraiment sur Tennis TV, prendre le temps d'analyser tout ça, Ok, sur des matchs complets, des joueurs, tout ça, ouais, non, bien sûr. d'accord. Je suis très actif sur Tennis TV, sur YouTube, tout ça, où je regarde quand même pas mal de choses, mais On y va? là, je crois que. On attente? Ouais, Allez, on est bien. ouais, c'est Melbourne. Et donc là, t'es dans la ligne, t'es 23 ans. Ouais, Tu as eu une année un peu charnière ouais, où j'ai il y a eu, ouais, des hauts et des bas avec ouais, j'ai une à année. Roland Ouais, par ouais, exemple, où le comportement c'était pas toujours ouf. Ouais, bien sûr. Et on sent que tu essaies de te canaliser tout ça. Ouais, bien sûr. Est-ce que à la fois, tu vois, moi je me dis, putain, le mec
presque 15 ans devant lui, si physiquement ça tient, Ouais, ce qui est bien sûr, énorme. Bien sûr. Et à la fois, ça peut passer très très vite. Ouais, c'est pour ça. Est-ce que tu as l'impression d'être passé un peu à cause de ton mental à côté de cette année? Ouais, Ou tout à comment fait. tu le vis, Ouais, toi? 100%. Bah, 100%. Pour moi, cette année 2024, ça a été un échec complet sur toute la ligne. À ce point-là? Ouais, carrément, oui, parce que je visais pas du tout. Je visais pas du tout rentrer mes 23 ans, être en qualif à l'Open d'Australie. Donc c'est vrai que j'étais quand même vachement déçu. Mais après, c'est de ma faute. J'ai fait les mauvais choix. Je me suis entouré peut-être avec des mauvaises personnes sur cette année. J'ai fait quand même pas mal de mauvais choix tennistiques dans mon tennis, etc. J'ai essayé de changer des choses. Disons que cette année, il y a eu beaucoup de premières fois, Ouais. on va dire. Tu sens que tu te cherches? Ouais. Et puis je me suis cherché quand même pas mal. J'ai essayé de changer des choses que je devais peut-être pas changer. Et inversement, j'ai essayé de garder des choses que je devais changer. D'accord. Donc au final, au tennis, ça va très vite. D'ailleurs, j'étais monté 110, Ouais. 115 et j'étais franchement à 3 matchs d'être top 100. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu commences justement à comprendre certaines choses et que tu arrives dans des semaines où j'avais énormément de points à défendre. À droite là. Ouais. Quand j'étais arrivé à la fin T'as ressenti la pression d'année, ouais, bien sûr. Bien sûr, j'avais 300 points à défendre, j'étais 110, si je perdais tout, je redescendais 220. Donc ça a été compliqué, j'ai réussi à maintenir quand même 140, 150. Ouais. Donc je suis quand même content. Et non, cette année, je suis vraiment prêt à attaquer vraiment les choses sérieuses parce que j'ai pris un an de maturité, un an d'expérience en plus sur le tour. J'ai vu ce qui allait, j'ai vu ce qui allait pas dans mon tennis, dans mon mental, etc. Ouais. Et ouais, aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, je me sens vraiment prêt justement à faire les efforts nécessaires, à vraiment changer mentalement. Donc non, c'est vrai que j'ai vraiment hâte justement de commencer ici à Melbourne parce que c'est vraiment un axe de travail qui était énorme pour moi et sur lequel avec Guillaume qu'on est en train de régler. Guillaume Père, du coup, ton nouveau coach qui est à moitié en Chine, à moitié avec toi. Exact. Et tu dirais que sur une échelle de 1 à 10, tu te connais à hauteur de combien? Non, comme là, tu disais que tu tâtonnais, que tu te cherches, machin. Ouais, non, sur le terrain, maintenant, je commence à vraiment me connaître à hauteur de 6-7, tu vois. Ok. Forcément, après, sur le terrain, je ne me connais pas non plus par cœur sur le terrain, mais dans la vie de tous les jours, je me connais par cœur. Et après, mentalement, je sais aussi à quel moment je commence à partir mentalement, à quel moment il faut que je reste concentré, à quel moment je sens que je suis en train de partir. Ça, je le sens beaucoup mieux que l'année dernière où j'arrivais pas à voir qu'un match m'échappait comme ça et ça me rendait encore plus dingue. Ok. Et là, cette année, c'est vraiment mon objectif principal, c'est de réussir à faire une saison pleine où mentalement, de A à Z, un soldat, un guerrier, et puis on y va sur tous les matchs, tous les tournois, sans prise de tête, avec le sourire, et puis aller, quoi. Et puis arrêter de penser aux points, à l'argent, enfin des choses comme ça. Donc non, c'est un travail au quotidien qui est pas évident. Et de l'extérieur qui va se faire ressentir sur le terrain cette année, j'espère. Enfin, c'est le but, mais... Est-ce que c'est un discours qu'on t'a donné un peu tout cuit comme ça? Genre Guillaume t'a dit par A plus B, mec, il faut que tu lâches sur l'argent, il faut que tu lâches sur les points. Oui, bien sûr. Et toi, du coup, tu te l'appropries ou c'est vraiment un truc que tu essaies de ressentir au fond de toi, quoi? Non, mais c'est vraiment un truc que je ressens aussi. Et puis c'est vrai que le discours des coachs, forcément, c'est quand le coach a le bon discours, forcément, tu l'écoutes et tu réalises qu'au final, et puis Guillaume, comme il a énormément d'expérience, je l'écoute énormément et c'est vrai que ce qu'il me dit, j'essaie vraiment de l'assimiler, de le garder en moi tous les jours. Ouais. Et c'est vrai qu'il a raison sur toute la ligne. Donc c'est vrai que maintenant, il faut que je change et puis il faut arrêter de dire oui sur le papier et puis pas le faire sur le terrain. Tu vois, c'est sur le terrain la seule et vraie vérité. Donc non, là, pour l'instant, tu vois, à Hong Kong, j'ai fait un match complet, j'ai pas dit un mot, je suis perdu, mais pareil, j'étais stable du début jusqu'à la fin, j'y suis allé du début jusqu'à la fin. C'était pas trop contre naturel? Non, même pas. Et puis tu vois, la différence, c'est que tu vois, je sors du terrain, j'ai perdu, mais quand j'ai eu ce comportement et que j'ai produit un tel tennis, tu vois, je me dis que c'est pas grave, je vais juste me rentraîner pour la semaine prochaine et derrière ça va aller, tu vois. Et je reviens justement dans un espèce de processus de progression tous les jours. Ouais. Et où il n'y a aucune pensée extérieure parasite qui vienne justement sur le projet parce que c'est vraiment une ligne droite et on y va tout droit et puis on y va, on se bat, on ne fait pas attention à ce qui se passe autour et c'est tout, quoi. Tu nous as dit un truc assez ouf à Boulogne sur Guillaume, c'est que
Tu avais besoin d'un gars comme lui qui te laisse pas le choix, c'est-à-dire Ouais. qu'au premier pétage de câble, Il se casse. il se casse. Ouais, ouais. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, c'est toujours le cas, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous ça expliquer sera le cas tout au long de ma carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as besoin de ça et, Bah. et si tu n'as pas ça, ça marche pas finalement? Ouais, parce que je suis un mec où j'ai quand même un très gros caractère. Donc c'est vrai que si on me laisse ça, je vais prendre ça naturellement. Ouais. Donc c'est vrai qu'un mec comme Guillaume, justement, qui me laisse justement pas le choix, pas d'opportunité et qui me fait comprendre que c'est pour mon bien, Ouais. bah tu l'écoutes et tu lui dis oui et tu veux pas te mettre en travers, quoi. Donc injouable de péter une raquette. Là. Non, non. Bah, Et ça te, faut ça pas te dire, démange parfois faut ou pas pas? dire, non, faut Est-ce pas que dire dans ta injouable. chambre en solo, Faut pas dire injouable parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait et ça se trouve je vais en casser une sur une connerie comme des mecs peuvent en casser alors qu'ils en cassent jamais, tu vois ce que je veux dire. On a dit Alcaraz, il a jamais cassé de raquette, voilà ce qui est arrivé, mais enfin je veux dire c'est pas une histoire de casser des raquettes, c'est une histoire de comportement et juste de behavior, tu vois, c'est juste une histoire de Ouais, behavior d'attitude. tous les jours, d'attitude et au final, ça ne me sert pas dans mon tennis. Donc à partir du moment où ça ne me sert pas dans mon tennis, il faut juste l'enlever parce que c'est parasite. Donc il Et faut juste rester sur... parce que des émotions, j'en aurai toujours. Frustré, je serai toujours frustré. Ouais. Mais ce qu'on est en train de travailler avec eux, mais ce qu'on a bien amélioré là-dessus, c'est que je peux être frustré, c'est normal, c'est humain. Être frustré peut-être 5-10 secondes, et derrière les 15 secondes d'après, avant le point, putain, c'est juste de rester centré sur le point qui arrive. Ouais. Parce que c'est une chance, quoi. Chaque point, c'est une chance de marquer un point. Donc c'est c'est un peu con justement de se laisser justement dérégler par son comportement sur 3-4 points d'affilée. Et concrètement, Cette année. sur la partie mentale, Ouais. est-ce que tu fais appel à un prépa Non. particulier ou Non, c'est vraiment des échanges avec Guillaume? Non, c'est des échanges avec Guillaume, c'est des réflexions aussi personnelles tout seul. Et puis c'est... Avec d'autres personnes aussi? Ouais, avec d'autres personnes là, tu vois. Il y a du monde? Ouais, beaucoup de monde. Combien à peu près? Ouais, 10. Ah quand même. Une belle équipe. Ouais, une belle équipe, Tu peux nous les présenter ou pas? Non. C'est genre. Ils veulent rester anonymes. C'est vice versa quoi. Ouais, ils veulent rester anonymes. Mais non, mais... Est-ce que tu as Nostalgie, comment il s'appelle? Tu l'as vu vice versa ou pas? Inside non, j'ai pas vu. T'as vu? Oui, il y avait avec toutes les émotions elles qui ont- se battent. Elles ont tout un prénom. Ouais. C'est monstrueux. C'était quoi dans le 2 là, la anxiété? Anxiété, Ta anxiété, mon gars, elle avait une présence. Toi, anxiété, c'est laquelle, tu dirais, l'émotion la plus présente avec laquelle tu te bats? Avec laquelle je me bats, c'est avec la frustration. Ok, c'est frustration qui Ouais, appuie sur tous les boutons. quoi. Ouais. Frustration, c'est... Et comment tu essayes de Je sais l'éteindre? pas, justement, parce que j'essaie de rester focus sur le point d'après. Ouais, Et j'essaie de tout faire justement pour garder l'énergie que j'ai pour faire des bonnes choses. yes. Et c'est vrai que c'est compliqué. Au début, je pensais vraiment que prendre un préparateur ou une préparatrice mentale, ça allait m'aider justement dans ce genre de problème-là. Mais au final, tu vois, je me rends compte qu'au final, sur le terrain, on reste quand même seul. Je vais te dire, ouais, écoutez quelqu'un qui va te dire de souffler, qui va te donner des méthodes, etc. Ouais, mais bon, au final, tu es à 5-5 au troisième, tu es en demi d'un 500, tu vas mouiller comme un taureau, comme n'importe quel être humain en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc des techniques c'est bien, mais au bout d'un moment, faut aussi réussir à gérer seul, parce qu'au final, sur le terrain, on est seul 365 jours par an. Donc moi c'est venu de moi-même justement ce changement, c'est parce que j'avais vraiment envie de changer au fond de moi-même. Ok. Et je pense qu'à partir du moment où ça ne vient pas de toi-même, tu peux faire ce que tu veux, appeler qui tu veux, ça ne changera pas, quoi. Il y a eu un truc assez intéressant, c'est pendant la campagne à Boulogne, tu nous as dit que sur 10, tu étais à 0 en team player. Ouais, et 0. c'était hyper honnête bien d'admettre un peu que pour toi c'est compliqué. Ouais, très. Et il y a eu un autre truc génial, alors déjà je pense que du coup cette année ça t'a, comme l'année dernière, appris, peut-être ouvert Bien un peu sûr, les chakras bien là-dessus. sûr, tout à fait. Et ce qui était génial, c'est. Alors de l'extérieur, toi tu vas nous dire comment tu l'as vécu. C'était le coaching avec Arnaud Ouais. sur la chaise. Alors sans le caresser dans le sens du poil Non. ou quoi que ce soit. Non, franchement, c'était génial. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté? Si ça t'a rien apporté à certains égards, tu peux aussi nous le dire. Non, mais Qu'est-ce que tu es allé grappiller là-dessus? en fait, sur Arnaud, On peut traverser là. je savais que tennistiquement, il allait rien m'apprendre. Ouais. Il le savait aussi, je pense. Ouais. Voilà, il est pas bête.
il gère je ne sais pas combien de personnes, mais il sait que tennistiquement, il ne va rien nous apprendre. Donc, juste petit contexte. Arnaud, qui est directeur d'une société, fondateur, directeur d'une société qui s'appelle Extia, de 3500 employés, qui sont des ingénieurs qu'il place sur des missions dans des entreprises. Et donc, très bon, je pense, d'un point de vue managérial pour avoir monté tout ça. Bien sûr. Et comment est-ce que ça s'est adapté avec toi? Comment est-ce que le groupe a vécu sur le terrain? En fait, j'ai l'impression qu'il nous a pris comme un groupe de ses employés, comme il a l'habitude de faire. Ouais. En fait, c'est qu'il s'est adapté justement à chaque comportement, à chaque individu, à chaque aide, parce qu'au final, il nous connaît quand même tous assez bien. Ouais. Au bout d'un moment. Je pense que tu as bien cerné, ouais. Ouais, mais bien sûr. Bien sûr, il sait comment je réagis, il sait comment je fonctionne. Il a vu quand même des dizaines de matchs. Il a assisté à des dizaines de matchs aussi. Donc, il savait que tennistiquement, il n'y a rien à nous apprendre. Donc, sur la partie mentale, c'est là où il a fait le. Elles vont pas être là l'année prochaine, je te dis. Et non, et c'est vrai que mentalement, il m'a beaucoup apporté, mine de rien, parce que tennistiquement, on n'a pas besoin d'être devin pour savoir qu'il ne va pas nous apprendre comment faire un coup droit, qu'il ne va pas avoir de recette miracle. Et tu sens qu'il t'a concrètement, mais concrètement, mentalement, il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup aidé, surtout. Tu gardes quoi de ce qu'il a pu mais dire? je garde tous les discours, qu'ils soient bons, qu'ils ne soient pas bons, mais au final, il a raison surtout, parce qu'il a un œil extérieur qui est quand même très intéressant, mine de rien. Ouais. Et puis voilà, comme il s'intéresse énormément au tennis, il commence vraiment à connaître aussi bien le tennis. Donc franchement, l'année prochaine, s'il continue comme ça, il va pouvoir m'apprendre à faire un verre, hein, ça ne me surprendrait pas. Il apprend très vite, je veux dire, en 5 semaines, il avait formé une équipe de... il a une équipe de warriors, et on est tous bien, on se sent tous bien quand on rentre sur le terrain. Ouais. Et on sent vraiment que ça vient de lui et que c'est sincère, tu vois. Il fait pas juste, il vient là, il fait juste pour faire plaisir à Franck, et derrière après il repart chez lui, et tu vois, il n'est pas impliqué plus que ça. Là, on sent vraiment que ça vient vraiment du fond du cœur et qu'il veut autant gagner que nous, quoi. Donc, il y a ce match contre Benoît où tu sauves 7 balles de match. Ouais. Et il te dit j'ai confiance, je sens que ça va passer. Ouais. Alors que franchement, le score le montre pas. Bien sûr. Toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis oui. Je lui dis oui pour lui faire plaisir? Non, mais non, ou est-ce que te donne un truc dans les boyaux? Non, tu te dis putain, je le suis. Mais quoi. de toute façon, ce match-là contre Benoît, il y a 99 chances sur 100 que je le perde. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que, cite-moi des mecs qui ont gagné un match qui sont venus de 9-3 dans le Super Tie-Break à 11-9. Non, chez les mecs, hein, pas chez les filles. Tu vois. Nathan Sage à 34. Non, mais tu vois, sans offense. Franck Pack à 33. Sans offense, mais à haut niveau, tu vois, ça arrive jamais. C'est des scénarios qui sont improbables, qui arrivent une fois tous les 100 matchs, quoi. Ouais. Et non, et c'est vrai qu'avec Arnaud, on s'en foutait du score. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire un match plein. Ouais. Et on voulait vraiment rester et tenir cette ligne de conduite de A à Z. Donc au final, quand on a tourné à 9-3, lui, il avait confiance en moi j'avais confiance en mon jeu. Et puis je me suis dit, vas-y, mais perds, mais vas-y à 100%. Ouais. Parce que Benoît avait été meilleur sur l'intégralité du Super Tie-Break, il m'avait laissé aucune chance. Ouais. Il avait joué, il rejouait encore ses top 50 à l'aise. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que on y a juste cru, on y est juste allé à 100%, et puis voilà, et puis le score c'était juste secondaire, et puis on est juste allé comme ça, et puis ça s'est fait. Donc non, et puis c'est vrai que Arnaud avait un discours qu'il y croyait, mais pas trop. Au final, je pense que ça aurait pu influencer aussi un peu le résultat. Donc c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui croit à 100%, au final, regarde, on a gagné la rencontre, on a gagné le match, et voilà, quoi. C'est génial qu'un match comme ça, un peu anecdotique entre guillemets, puisse te servir pour ta carrière, quoi. Ouais, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, on sait très bien que les tournants des carrières, ça se joue à rien, quoi. Ouais. Tu sens que ça t'a apporté un peu de confiance en plus? Ouais, bien sûr. Ouais, parce qu'il croit en chacun de nous, tu vois, vraiment du plus profond de son cœur. Donc ça nous apporte de la sérénité et de la confiance, quoi. Bon, donc on est au Carlton Gardens. Monsieur Atman. Super, c'est ta maison ça, non? C'est un peu chez moi. Ouais, c'est sympa. C'est le musée de... Alors attends, c'est le musée de quoi? Ça, c'est... Dans ce musée-là, il y a ta collection Pokémon, c'est bien ça? C'est ce que tu as racheté il n'y a pas longtemps, tu m'as dit. Absolument. Génial. Tu m'as dit, on voulait t'emmener au Royal Botanic Garden. Ouais.
de base, mais c'était un peu loin. Ah, Et tu m'as mince. dit, moi j'adore, c'est ma passion la nature. Ouais, Tu j'aime te bien, foutais moi. de ma gueule ou c'était vrai? Non, c'est vrai, j'adore ça. Ah ouais? Ouais, j'aime bien, c'est là, tranquille. Voilà, c'est dommage parce que j'ai pas mon chien, mais avant, quand j'étais plus jeune, que j'étais chez moi, j'avais mon chien et puis on se baladait tout le temps. Moi, j'adore ça, les espaces verts comme ça, des beaux monuments comme ça, je trouve ça magnifique. Même quand tu es en Chine et que Non, tu mais prends en le temps d'aller te promener un peu? En Chine, tu rigoles. En Chine, la première fois que je suis arrivé à Pékin, véridique, hein, si tu pourras demander à Robin, tout ça. Attends, je te coupe juste, tu veux pas faire une photo avec ta copine là? Tu veux pas montrer Je crois qu'il y a Terence qui veut Non, aller à non, côté mais faire non, des mais- souvenirs. je vais Il est encore pas avoir- chaud, il est pas Je vais chaud. encore avoir des problèmes après, en off. Et non, non, Et donc en Chine, ouais? non, mais en Chine, vraie anecdote, la première fois que je suis arrivé à Pékin, j'ai vu sur le plan qu'il y avait tellement de choses à visiter que je suis parti à midi, je suis revenu à 21h. C'est bon ça. Je me suis baladé pendant 9 heures de suite, j'ai fait tous les endroits possibles et imaginables de Pékin. Tu t'es C'était cramé monstrueux. quoi. Oh, c'était monstrueux. T'as laissé tout ton influx. Genre, sur les 4 dernières heures, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, je savais pas où j'allais, mais putain, mais j'y allais quoi, tu vois. Énorme. Ouais, c'était monstrueux, j'adore ça. Ah, c'est cool. Non, j'adore ça, mais surtout avec des villes qui me tiennent à cœur, tu vois. Melbourne, c'est sympa quand même comme ville. Ouais. Donc non, je suis pas venu ici, mais au niveau du Ritz-Carlton, au niveau du Grand Hyatt, tout ça, je me suis quand même pas mal baladé. Il y a 2-3 restos français justement avec des Français à l'intérieur qui sont super sympas aussi, qui sont adorables, Trop que bien. je vais aller voir d'ailleurs la semaine prochaine. Ouais. Et non, franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. L'un des sponsors de Terence, c'est Extia qui rend possible cet épisode et qui emploie 2500 ingénieurs informatiques. Arnaud, le capitaine de l'équipe de Boulogne-sur-Mer, en est le fondateur et Terence fait partie d'une dream team de 5 joueurs, Constant Lestienne, Arthur Hinderknecht, Hugo Nice, Arthur Cazot qu'on interviewera aussi, et tous soutenus par Extia et le numéro 1 des Great Place to Work en 2024. Et nous, on a voulu plonger dans les soft skills de Terence, ces talents secrets qui font toute la différence et qui rendent son jeu encore plus stylé. Sur la partie Extia, ils nous ont un peu conseillé d'aller sur les soft skills. Est-ce que tu... Les soft skills. Les soft skills. Est-ce que tu as déjà entendu ce terme ou... Non, soft aim, ouais, mais soft skills, non. C'est quoi soft aim? C'est une triche sur Call of. Ah, magnifique. Soft skills, en gros, c'est des savoir-faire qui ne sont pas vraiment palpables, type la communication, le coaching, la Ouais. gestion du mental, Bien sûr. tu vois, Bien tirer sûr. au sniper avec du sang-froid. Ouais, bien Ce sûr. genre de trucs que tu n'apprends pas nécessairement à l'école, mais plus sur Ouais, le terrain. c'est inné, quoi, ou un truc inné, quoi. Et Ok. du coup, le lien le plus cohérent à faire avec, par exemple, quelqu'un qui bosse chez Extia, Ouais. c'est eux, tu vois, ils vont avoir affaire à un manager, ils vont essayer de s'épanouir dans leur taf, Bien sûr, d'être augmentés tous Mhm. les 2-3 ans, d'apprendre des trucs et tout. bien sûr, ce qui est très intéressant. Et avec le job de joueur de tennis, toi, Mhm. ça va être la gestion de ta com avec Guillaume, par exemple, Guillaume Père. Ouais. C'est quoi votre manière à vous? Guillaume, c'est un peu comme si c'était ton manager dans une boîte, quoi, on va dire. Ouais, bien sûr. C'est Ouais. quoi votre manière à vous, par exemple, de préparer les matchs et de les débriefer? Déjà, la préparation de match, à quel moment il va te la faire C'est avant simple. un match, quoi? C'est simple, il me l'a fait. Ça dépend, soit on en parle au soir, la veille au soir, Ouais, soit on en parle peut-être 1 heure après le match, mais souvent avec Guillaume, on ne parle pas trop des adversaires. On parle surtout de ce que j'ai à faire. ouais, Et une fois qu'on est sur le terrain, on voit justement pendant le match ce qui va, ce qui ne va pas. Parce que on peut faire autant d'analyses qu'on veut. Si ce jour-là, ce mec-là, sur des analyses, il y a 80% de chances qu'il ne mette pas un envers dedans. Et qu'au final, sur ce match-là, il met que des lattes en verre et il ne rate pas. ouais. Au final, tu vois, ta stratégie, elle tombe complètement à plat. Donc, Ça sera là. on essaye de... Ouais, j'essaie juste de rester moi-même, de respecter mon caractère, mon plan de jeu, et j'essaie juste de faire du Terence Hadman. Et non, au final, le discours de Guillaume qui a été non, mais ces mecs-là, tu les bats, il n'y a pas de souci, tu restes toi-même. Et au final, il m'a tellement mis dans le crâne que j'étais meilleur qu'eux, Ouais. que quand je suis rentré sur le terrain, mais je me suis dit que c'était lui l'outsider, tu vois. Alors que sur le papier, alors que tout le monde rigole si je dis ça, tu vois. Ouais. Et au final, ça m'a vraiment servi parce qu'au final, j'ai fait un match quand même où j'ai fait 7-6, 7-6. Ouais. Où lui, d'une part, a été très impressionné par le niveau. Et d'une part, où moi, je sors du match, je me dis putain, mais ce mec-là, il est 7e mondial, il est 4e mondial. Je me dis putain, mais je fais des matchs comme ça, putain, vas-y.
fonce, fais une année comme ça. Et c'est pour ça que cette année, j'ai choisi Guillaume, parce que je veux voir justement cette année jusqu'où on peut aller ensemble, en respectant et en voulant vraiment respecter ce genre de conditionnement mental et ce genre de tennis. J'ai envie de voir jusqu'à la fin d'année jusqu'où je peux aller avec Guillaume. Et là, par exemple, il t'a trouvé un coach pour les semaines où il n'est pas là, Ouais. un Hollandais. Bien sûr. Si ce Hollandais te fait pas aussi peur que lui, comment tu vas Non, faire? il fait peur, le Hollandais. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ouais, C'est genre un ours? Ouais, c'est pareil. C'est comme Guillaume, comme Robin. Faut pas les faire chier, quoi. Ok. Ouais, donc au final. Et pourquoi est-ce non, qu'avec c'est Robin, parfait. tu pétais des câbles pour autant? Parce qu'il te laissait faire? Non, non, même pas. Mais c'est que j'étais moins mature, j'étais plus jeune, C'est juste que je pense qu'au final, je me rendais pas vraiment compte des conséquences que ça peut avoir, ce genre de comportement, parce que en 2023, je joue encore des futurs. Ouais. 2024, j'ai commencé à jouer un peu sur le circuit et je me suis rendu compte que au fur et à mesure de l'année, justement, que ce genre de comportement en futur, en challenger, ça peut passer, mais arriver en challenger, arriver au niveau et en ATP, ça passe plus. Donc ça a été beaucoup de réflexion et c'est quelque chose que je suis en train de travailler. Guillaume me disait que Roger, ça lui a pris 3 ans pour vraiment qu'il change du tout au tout, parce qu'il était vraiment pire que moi à l'époque. Et qu'en 3 ans de temps, il arrivait, il disait plus un mot sur le terrain. Ouais. Donc c'est un travail quotidien. Et puis c'est pas parce que là, j'ai un bon comportement sur les 3 derniers mois que ça ne peut pas redescendre. Donc rien n'est acquis et j'essaie vraiment de travailler dessus tous les jours. Et après, on verra jusqu'où ça peut m'emmener. Mais c'est vraiment mon objectif principal cette année. Ouais. Pour revenir sur les soft skills, quand tu es en match et que tu sens que tu es en train de dégoupiller, de perdre le fil, à quel point, tu me disais hier, tout à l'heure que tu étais à 6 sur 10 en termes de connaissances tennistiques, que tu continues d'apprendre, c'est normal, tu es jeune et tout. À quel point tu arrives à te raccrocher aux branches pour pas laisser filer le match? Et comment tu fais? On veut du concret pour que les mecs en entreprise ou quoi puissent se dire, ok, je sens, admettons, que ce dossier ne me plaît pas, j'ai envie de le balourder, je suis pas dedans. Non, mais c'est simple. Comment essayer de garder le feu, quoi? Moi, ça vient de mon éducation sportive. Avec mon père, c'est vrai, il m'a jamais laissé l'opportunité d'abandonner ou pour moi, maintenant, c'est inconcevable de lâcher un match ou d'abandonner ou de lâcher un set. C'est vraiment, je sais pas, c'est intérieur. J'ai envie de tout gagner, j'ai envie de gagner tous les points. Donc au final. Alors juste un poil de contexte, ton papa il est entrepreneur. Ouais. Et toi, tu n'as jamais trop été dans le giron fédéral aidé, tu as toujours été un peu privé, à part, privé, et tu as en toi ce feu bien sûr. de vengeance un peu. Ouais, bien sûr. Et de dire, voilà, je vais vous montrer beaucoup plus que mon vous père. êtes trompé à l'époque. Beaucoup plus mon père que moi, mais moi, ça reste toujours dans un coin de la tête et je m'en sers justement à des moments où je suis un peu moins bien sur le terrain. Et c'est là où je me dis, attends, putain, je suis quand même arrivé jusque-là pour ça, putain, vas-y, ça vaut tellement le coup, on ne sait jamais ce qui peut se passer, un match, ça peut tourner très vite, tellement vite. Donc au final, non, j'essaie juste de m'accrocher comme un chien sur tous les points, essayer de me battre et d'être un guerrier, quoi. Ouais. C'est juste le mindset, quoi. Même quand j'avais 10 ans, 11 ans, j'ai toujours été le même, j'ai toujours eu ce feu en moi et ça n'a jamais bougé. Donc je pense que c'est une histoire d'éducation. Et puis voilà, et puis à force de se prendre des murs et qu'au final on commence à voir un peu on commence à voir un peu que ça commence à porter ses fruits aussi, que je commence à gagner des très gros matchs contre des très gros joueurs. C'est là où ça donne encore plus envie de t'arracher. Ouais. Et je pense qu'en entreprise, voilà, quand on finit un dossier qui était à la base, qui te semblait vraiment très compliqué, et qu'au final, et que le dossier tu le boucles et que tu dis putain, mais ouais, c'était dur, mais je l'ai fait, au final, ça te motive quand même à en faire d'autres. Et je pense que plus tu fais des dossiers qui vont être durs, plus au final les dossiers qui te semblent durs au début vont te paraître faciles et tu vas pouvoir justement passer sur des dossiers encore plus durs. Et au final, après, c'est interminable, c'est comme des matchs de tennis, quoi. C'est vraiment, plus le challenge est difficile et plus ça brûle en toi de réussir à montrer à tout le monde que tu l'as fait, quoi. Alors, autre contexte, pendant Boulogne-sur-Mer, on est venu chez toi avec Nathan qui filme. Tes parents nous ont prêté une voiture, on a dîné chez toi. Mais il y a une espèce de gentillesse, de bulle de gentillesse dans ta maison, dans ton foyer familial, qui est hyper touchant, qui est hyper agréable. Et franchement, c'était, je sais pas, ça a dû être un kiff pour toi. Enfin, je sais pas si ça a toujours été facile, parce que aujourd'hui, je crois qu'avec ton papa, c'est la communication justement.
C'est pas non plus toujours facile. Non, parce qu'il ne sait pas communiquer, mais c'est pas grave, je le connais. Mais tu as peut-être ta part de responsabilité aussi. Ah, bien sûr. Ça vient toujours de 2 personnes à la base, hein. C'est pas qu'une seule personne. Mais... Et quand, je pense que quand tu grandis, tu fais vachement confiance à ton père. Bien sûr, Voilà, vous partagez des trucs forts. bien sûr. À quel moment tu t'es dit, là, il faut que je m'émancipe, il faut que je prenne un coach et il faut que j'arrête de faire confiance à pourtant la personne qui t'a peut-être le plus porté dans tes premières bien années, sûr. quoi. Bien sûr, ouais, c'est jamais un choix évident, mais je m'en suis rendu compte après les juniors où sa présence est arrivée un peu plus néfaste que bienveillante. Ok. Tu vois, c'était vraiment parce que je le connais, mon père, il a envie de réussir comme moi j'ai envie de réussir, mais arrivé un moment où il n'a pas forcément les mots pour justement me faire avancer en fait. Ok. C'est plutôt des mots pour m'enfoncer et me faire réagir après. Mais le souci, Ouais. c'est que. J'ai le même. Même chez moi. Donc Pareil. le souci, c'est que des fois, c'est bien. Des fois, les discours, ils passent. Mais il y a des périodes dans l'année où les discours, ils passent pas du tout. Parce que Ouais. des périodes où tu es un peu moins bien, forcément, dans l'année, ça peut pas être 365 jours par an, tu as le smile. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des périodes où ça passe pas. Et ces périodes, justement, où ça passe pas, le fait qu'il soit un peu plus écarté du projet, ça m'apporte aussi du réconfort parce que je sais qu'il est là, Ouais. mais je sais aussi qu'il va pas être chiant. Ouais. Tu vois, mais je sais qu'il est toujours là, qu'il sera toujours là pour moi. Ouais. Et j'en suis infiniment reconnaissant, tu vois, parce qu'on n'a pas tous la chance aussi d'avoir des parents qui sont là pour nous tout le temps. Je connais beaucoup de joueurs qui ont une relation très compliquée avec leurs parents, qui ne croient pas forcément en eux, etc. Donc non, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de chance sur ce point-là. Après, ils sont comme ils sont, hein, on ne les changera pas, maintenant c'est trop tard. Mais non, le fait qu'il soit écarté un but du projet, déjà, ça prouve une grande preuve de maturité aussi. Mais il est toujours là. Je sais que si je lui dis demain, peu importe ce que je lui dis, je sais qu'il sera toujours là pour moi. Et ça n'a pas de prix. Donc non, c'est bien aussi qu'il soit un peu écarté du projet. Parce qu'à un moment, ça partait trop en vrille. Mais d'un autre côté, il est toujours là quand on a besoin. Ouais. Peu importe. Sans qu'il y ait de l'amour, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Et de l'autre côté, ta maman m'a dit un truc incroyable. Quand à Boulogne-sur-Mer, tu gagnes ton premier match, je lui dis bon, c'est passé. Hein. Elle fait ah, j'en sais rien, je suis parti au milieu du troisième. Je dis mais pourquoi? Elle me fait mais beaucoup trop dur. J'arrive plus, c'est dur de le voir dans ses états, de le voir se battre, de le voir en douleur, parfois en souffrance et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à ce moment-là, quoi? Oh bah part. Ah, finalement, c'est le bon choix? Ouais, part, bien sûr. Ma mère, elle stresse comme plus que 10 personnes à la fois. C'est une mère, hein, c'est normal. Son fils, il joue, il est en galère, il est en souffrance. Elle le voit de ses propres yeux qu'il est en souffrance, ça la fait chier. Ouais. Ma mère est quand même extrêmement émotive, donc c'est vrai que maintenant, elle préfère s'éloigner un peu, partir et revenir justement quand c'est fini, comme ça, quand c'est beaucoup plus calme. Yes. Mais elle a toujours été comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, comme il y a beaucoup plus d'argent en jeu, comme il y a beaucoup plus de points, que c'est des gros matchs avec des gros joueurs, que c'est médiatisé à mort, ça l'a fait stresser encore 100 Ouais, mais fois c'est pas plus. que ça, parce que par exemple, à Boulogne-sur-Mer, tu as un match par équipe. Quoi, Ouais, tu vois. mais pour moi, elle savait que pour moi, À la ça maison, comptait c'est beaucoup. important. Ouais. Pour moi, elle savait que c'était très important d'être chez moi, de réussir à représenter ma ville comme il faut. Ouais. Mais moi, le premier, hein, j'étais le premier à être vraiment 10 fois plus stressé que sur des matchs sur l'ATP, tu vois. Ouais. Et c'est quoi ta manière de communiquer? Parce que saison 1 des matchs qu'on a filmés, on t'a senti hyper abattu après les matchs, mais vraiment en mode éteint, avec les larmes aux yeux et tout. Ouais. Et pour faire le parallèle sur le circuit, c'est quoi ta manière de communiquer après une défaite un peu dure? À quel moment tu commences à être lucide pour avoir les bons échanges, quoi, tu vois? Comment ça marche? C'est quoi ton process? Je pense que ça me prend quand même une bonne dizaine de minutes pour redescendre un peu, pour relâcher la pression. Parce qu'en général, sur les 10 minutes, à partir d'un match où j'ai perdu, je commence vraiment à penser à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'aurais pu faire justement pour gagner ce match, toutes les occasions que j'ai pu louper, ou toutes les fois où il a mieux joué, où j'aurais dû être un peu plus sérieux sur certaines choses. Donc c'est vrai que ça me prend 10-15 bonnes minutes pour réfléchir. Et puis après voilà, comme je t'ai dit, j'ai une confiance absolue sur le tennis envers mes coachs. Donc c'est vrai que d'une part, je suis un peu énervé, mais d'une autre part, je sais que leur discours va me faire évoluer. Donc au final, je les écoute.
Donc au début, ça me fait chier quand il me rend dedans après une défaite un peu dure. Mais Le au soir final, même ou le lendemain généralement? non, le soir même. Ah ouais? Ouais, sur le vélo, je suis en train de faire ma récup, au bout de 10 minutes, paf. On y va. Ouais, on y va, bien sûr, on y va. Après, on en reparle à tête reposée pendant le dîner, mais il y a toujours un bon débrief déjà à chaud directement sur le vélo. Et puis après, il y a une deuxième couche aussi après le match où là, on est plus justement focus sur ce qui arrive après. Ouais. Et en général, sur le vélo, c'est plus ce qui s'est passé pendant le match, ce que j'aurais pu mieux faire, même avant la préparation, tout ça. Donc, Moi, ce que je trouve encore un peu déroutant, c'est que j'ai l'impression que si tu gagnes, tout va bien dans le meilleur des mondes. ouais, Et si tu perds, t'es effondré, alors que ça peut se jouer à rien, quoi, tu ouais, vois. bien sûr. Ouais, bah, justement, c'est Pourquoi encore tu une gères fois, comme c'est ça? une partie mentale. Là, je le gère beaucoup mieux justement parce que le tennis c'est toute ma vie et que je sacrifie ma vie entière pour vivre ces moments-là. Donc c'est vrai que quand on perd, justement, c'est un peu comme si tu perdais ton job en fait. C'est comme si tu avais échoué dans ta tâche. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme si tu voulais monter une vidéo et putain, ça te prend 4 heures et qu'au final c'est de la merde et que tu t'abandonnes tout, tu as envie de tout casser, tu vois. C'est Nathan, ça. Tu vois, il fait de la- Nathan, tu vois, il va sûrement me comprendre, mais je veux dire, quand tu n'as pas le résultat que tu veux, ça dépend comment tu réagis. Mais, C'est quand Nathan l'envoie à Franck et que Franck lui dit attends, non, faut mettre tout ça. ouais, là, Et que Nathan lui dit parle-en à Maxime. Et qu'il préfère pas trop, tu vois. ouais, voilà. Enfin, tu vois, ce genre de moment-là, Ouais. moi, je vis que pour ces moments-là. Donc c'est vrai que quand tu as sacrifié ta vie entière pour ce sport et que tu arrives et que le jour même, tu te sens bien, putain, et que ça tourne pas en ta faveur, alors que pourtant, tu sais très bien que tu as tout fait parfaitement. Ouais. Et que ça tourne pas en ta faveur, moi des fois des matchs ça me rendait hystérique. Ouais. Des fois j'étais fou J'étais fou et non, et c'est vrai que maintenant je prends beaucoup plus de recul et avec le tennis on a de la chance, c'est qu'on a des chances toutes les semaines. Mm. Tu vois, c'est pas comme la boxe où tu te fais fracasser le crâne et que tu es obligé d'attendre 6 mois pour revenir en forme. Ouais. Donc non, c'est vrai qu'au bout d'un moment quand tu te rends vraiment compte que tu as des chances toutes les semaines, et que faut continuer, toujours être dans un process de progression, etc. Ça part encore une fois de la préparation, du conditionnement, et c'est ce qu'on travaille avec Guillaume. Donc les défaites, elles ont beaucoup moins d'impact négatif, elles ont plus d'impact positif dans le sens où voilà, qu'est-ce que je dois régler maintenant pour pouvoir être beaucoup plus performant que cette semaine-là. Yes. Et au final, en étant dans un process comme ça, tu fais qu'évoluer, donc tu fais qu'évoluer, tu fais pas les mêmes erreurs, tu fais que progresser, ton classement il fait ça, quoi. Tu dirais que c'est quoi les trucs dont tu rêvais quand tu étais jeune en devenant joueur de tennis professionnel qui Ouais. sont pas du tout réels finalement? Trucs que tu fantasmes et, Ouais. dans la vraie vie du circuit, tu dis ah ouais mais non en fait c'était un rêve qui n'est pas du tout vrai, quoi, tu vois. T'as ça un peu, ou pas? Ouais, je dirais où les fois quand tu es jeune, forcément, t'as pas d'argent et tu dis que ce sport-là, tu as quand même beaucoup d'argent, etc. Et Que tu peux en avoir beaucoup. que tu peux en avoir beaucoup. Et les premières fois où j'ai touché vraiment des gros chèques, Ouais. des gros chèques, des 5-6 chiffres. Et quand tu es plus jeune, tu te dis non mais attends, mais c'est impossible, etc. C'est irréel de recevoir des chèques comme ça. C'est lequel le plus gros que tu as pris? Ici, sur un seul tournoi, Ouais, c'est à Melbourne, j'ai pris 74 000 euros c'est beau. sur la semaine. Dollars ou euros? Non, euros. Ouais, c'est beau. Euros. Avant impôt ou après impôt? Après impôt. Après impôt? Ouais. Donc il te restait ça sur ton compte? Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, ça veut dire que j'ai reçu le virement, j'avais 74 000. Ouais. Après, c'était Rome où j'avais 55 000. Ok. Après Roland où j'avais des 50 000, etc. Et au début, quand j'étais plus jeune, je me dis non mais attends, mais putain, je vais pouvoir faire ce que je veux avec cet argent, ça va être génial. Et au final, quand tu reçois le chèque, donc tu le reçois sur ton compte en banque, et tu dis bon attends, j'ai mon coach à payer, j'ai ça. Au final, tu dis c'est bien, mais tu t'en fous quoi en fait. Ah toi tu crames quand même dans les fringues, non? Non, Tu fais des oui, bons craquages dans les un peu, mais enfin je veux dire. Les à pompes Balenciaga, à l'époque- elles coûtent un petit billet, quoi. à l'époque où j'étais plus jeune et je fantasmais vraiment sur avoir des gros prize money, gagner des gros matchs, etc. Ouais. Et au final, le fait de gagner ces gros matchs-là, ça me procure toujours un sentiment inégalable et c'est exceptionnel. Ouais.
Mais la partie justement financière où, comme on me le disait, tu vas voir, c'est incroyable. Si ce tournoi-là, tu gagnes ça va faire tant. Au final, tu passes vite à autre chose, quoi, en fait. Ok. Tu te souviens pas de cet argent-là, quoi, en fait. Donc au final, je dirais vraiment que pas la plus grosse déception, forcément, attention, hein, c'est toujours des grosses sommes d'argent et voilà, et je suis très reconnaissant de pouvoir vivre de mon sport, hein, c'est vraiment une chance extrême. Et non, et au final, on vendait un peu du rêve et au final, c'est pas... Si, forcément, c'est bien, mais enfin, je veux dire, c'est pas comme les gens peuvent le penser. Ouais. C'est pas, ouais, ça y est, on a gagné des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers d'euros. Wow, on est chez Vuitton tous les jours, on fait n'importe quoi, on fait la fête tout le temps, on dépense sans compter, on donne par-ci, par-là, etc. Tu vois, c'est pas du tout comme ça. Donc, sachant que t'es encore, t'es pas encore dans les 50 ou dans les 30 ou dans les 20 ou même dans les 10, où ça peut vraiment s'envoler. Ouais, mais même après, c'est toujours pareil. Après, justement, ton staff, il coûte plus cher, donc au final... tu réinvestis ton argent au final, que tu sois 150 ou 10, tu le réinvestis de la même façon. Donc, tu nous as dit à Boulogne que ça t'avait coûté 200 000 en 2024. Ouais, 200 000. Ce qui est un petit billet. Beaucoup. Ce qui est beaucoup. Cette année, justement, j'essaie de faire une année un peu plus économie. Ok. J'essaie de faire... Tu vas faire gaffe sur quoi? Sur beaucoup de choses, tu vois. Par exemple, si j'ai le choix d'être dans un hôtel à 150 € ou d'être dans un hôtel à 300 €, tu vois, je vais choisir l'hôtel à 150 €. Tu prendras pas le Airbnb pour autant? Bah si, attention, si, mais si, pourrais quand je suis... Bah oui, non, mais quand je suis avec ma copine, quand on part en vacances, on prend que des Airbnb. On prend jamais des hôtels de zinzin. Mais pas avec les coachs? Avec les coachs, Airbnb, non, non, parce que j'ai beaucoup de respect pour mon staff. Ouais. Et c'est vrai qu'eux, par rapport à nous, ils sacrifient leur vie pour nous. Ouais. Enfin, tu vois un peu le truc. Nous, on sacrifie notre vie, mais derrière, on a quelque chose. Alors que les coachs, entre guillemets, pour ce qu'ils font, ils n'ont rien. Ouais. Donc au final, je préfère faire plaisir à mon staff en premier. Ouais. Et justement, mes coachs payent rien. C'est moi qui leur paye absolument tout, les chambres d'hôtel, les billets d'avion, la nourriture, etc. Et pour moi, je trouve ça normal. Je trouve ça déjà d'une quand même parce qu'ils sacrifient quand même leur vie pour nous. Donc c'est la moindre des choses. Et si j'ai l'opportunité de leur faire des cadeaux par-ci par-là, putain, mais j'y vais sans même réfléchir parce que au final, c'est grâce à eux si on est là. Et je pense que beaucoup de joueurs l'oublient. Au final, quand j'entends à droite à gauche comment ça se passe, les coachs, joueurs, etc., les coachs qui sont surtout sur la WTA où les coachs sont vraiment pris pour des serpillères et même à très haut niveau, hein, je ne citerai pas d'exemple, mais à très haut niveau, ça se passe vraiment, vraiment mal. Je me dis que d'une, déjà, je fais une bonne action. Alors certes, je ne suis pas riche comme eux, mais je fais quand même plaisir à mon staff, j'essaie quand même de les mettre dans des meilleures conditions. Ouais. Pour qu'ils soient contents, heureux, épanouis dans ce qu'ils font et pour qu'ils aient aussi un minimum de reconnaissance dans ce qu'ils font. Donc je mets la priorité vraiment à mon staff cette année avant de la mettre à moi. Moi, ça ne me dérange pas, je peux dormir n'importe où. J'ai déjà dormi dans des hôtels pourris sur des futurs, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas du tout un problème pour moi. Et je mets en priorité. Ça voyage en business ou pas? Non, tu vois, là on a fait Hong Kong, Melbourne, on était trois billets, les trois je les ai pris en business. Non. Les trois je les ai pris en première du coup, on n'est pas en business mon gars. Les trois je les ai pris en éco parce que voilà, jusqu'à partir du moment où si ton coach il voyage en éco, si tu le fais voyager en éco, c'est ton devoir de voyager avec lui dans la même chose parce que tu vis les mêmes galères. Donc ça part du discours du coach, ça part du fait de même si on gagne des gros matchs, même si on gagne des gros tournois, voilà, faut rester humble, il n'y a rien qui est acquis, il faut toujours recommencer la semaine d'après. Donc non, c'est vrai que Donc voilà, j'essaie de faire attention, j'essaie de faire plaisir aux gens qui m'entourent, aux personnes qui sont là pour moi, et puis voilà, et puis après on verra ce qui se passe. Mais... Très bien. Il y a certains tournois où forcément où je suis obligé de voyager en business quand tu vois, quand par exemple le vendredi je dois partir d'un tournoi et je dois aller dans un autre continent et que j'ai 14 heures de vol et que je joue le mardi matin, ouais voilà, je peux me permettre, j'ai les moyens de pouvoir voler en business, d'être dans les meilleures conditions. Voilà, putain, ça reste quand même aussi de l'investissement. C'est pour de la récup. C'est pour de la récup, c'est pour quand même arriver dans des meilleures conditions. Entre le fait de pouvoir être allongé, dormir et le fait d'être comme ça, serré avec deux autres personnes à côté de toi que tu ne connais pas, et là avoir ton propre siège, ta propre intimité. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dormir, tu peux regarder ta série, tu peux demander à manger quand tu veux.
Ouais, c'est cool. Enfin, tu vois, je veux dire... Boire du champagne à volonté. Non, mais moi, je bois pas d'alcool, mais... Ah bon? Non, non, j'aime pas du tout l'alcool. Tristesse. Non, ouais, désolé. Moi, je reste au Fanta et au Coca, si tu veux. Ah bah voilà. Et au final, tu dis, ouais, bah, aussi, je sacrifie aussi ma vie pour ça. Donc, il faut aussi profiter un peu, savoir aussi profiter des bons moments. Et voilà, et je suis très reconnaissant d'avoir la chance de temps en temps de pouvoir voyager en business. Pour moi, c'est un rêve de gosse aussi, parce qu'au final, ça ne vient pas de l'argent de mes parents, tout ça. C'est vraiment mon argent à moi. C'est moi qui l'ai gagné avec la sueur de mon front. Et... T'as dit plusieurs fois, Ouais. je sacrifie ma vie. C'est quoi les sacrifices les plus relous que tu as à faire pour être sur le circuit? Bah non, au bout d'un moment, c'est plus des sacrifices parce que c'est ma vie entière. Mais quand on est plus jeune, quand on a 15-16 ans, c'est pas évident de se dire qu'on se coupe entre guillemets du reste du monde, entre guillemets, que bah voilà, tu vas pas voir tes potes le week-end, il faut que tu t'entraînes. Le soir, bah voilà, faut que tu te couches tôt, c'est important. La récup, c'est plus important que l'entraînement. Ouais. Derrière, faut rester sérieux, faut que tu aies une bonne conduite, faut pas que tu manges n'importe quoi. En fait, c'est des petits sacrifices au quotidien, en fait, tu vois. Ouais. Et quand tu es plus jeune, pour toi, tu penses que c'est vraiment quelque chose d'extra parce que tous tes potes, tu les vois, même encore aujourd'hui, je vois toujours mes potes, tout ça, qui sortent tout le temps, qui mangent ce qu'ils veulent, etc. Putain, et toi, tu dis, bon, bah ouais, dans 4 jours, je joue, je suis obligé de bien manger là, je suis obligé de prendre mes protéines le matin, je suis obligé de prendre des ci, protes? Ouais, j'ai tout, j'ai tout. Créatine aussi? Ouais, moi j'ai tout. Dopamine? Ça veut rien dire. Fentanyl, j'ai tout, moi. Tony Glandil? Ouais, J'ai j'ai tout. tout. On va terminer avec quelques questions un peu plus courtes Ouais, bien sûr. pour mieux te connaître aussi. Attends, viens, on va dans le 7-Eleven. Allez, si tu veux. Ouais, ils ont peut-être des paquets de cartes Pokémon. Style de musique que tu écoutes? Hard rock, 100%. Âge auquel tu as réussi à faire tes lacets la première fois? Pas facile. Faut demander à ma mère. L'âge auquel tu as arrêté de croire au Père Noël? Et me dis pas, faut demander à ma mère. Tôt, Ah ouais? très tôt. Avant 7 ans? Non, 7-8 ans. Ok. 7-8 ans, je dirais. Couleur préférée? Noir. Voiture préférée? Voiture préférée, alors, j'hésite entre 3 modèles. Ouais. McLaren P1, Ok. Audi R8 Ouais. et Nissan GT-R. Super. Style de fille que tu aimes, que tu apprécies? Ma copine. C'est-à-dire? Ma copine brune, intelligente, grande, bien gaulée et très gentille. Super. On va aller voir s'il y a des Pokémon là-dedans. Ça m'étonnerait. Aïe, putain, Ah sa ouais? mère. Ah là, t'es genre, à tout moment, tu peux prendre un paquet là? Bien sûr. Ça part sur du Choco Pops. Tu sais, je dis ouais, faut attention. Bon, alors du coup, Soren Patch Kids, Berry, faut que j'en ramène au moins 4. Ce soir, je fais gaffe. Ouais, tu disais, faut faire gaffe quoi. Ouais, non, bien sûr, c'est important de faire attention pour son corps, tout ça. Son corps, c'est important et voilà quoi. Attends, viens voir. Ah ouais, génial. Non. Ah merci, c'est gentil. Ouais, j'en avais besoin en plus, c'est parfait. Est-ce que, non mais vraie question, est-ce que parfois t'as des gros craquages Bah oui, qui peuvent arriver bien sûr. Mais et genre, tout le monde, c'est humain. t'as perdu, t'en as ras le cul, t'arrives, Ouais. t'en prends 3 et tu les démontes. Oui, alors moi, La tête dans le frigo. Attends, je vais te dire ça. C'est quoi ton rituel à toi Moi, de ça craquage? m'arrive des fois quand je perds des gros matchs et que je me dis putain c'est bon, ça me saoule, j'en ai marre et souvent on repart le lendemain. Alors ça peut m'arriver de m'envoyer une tablette entière de chocolat. Lequel? Tout ce qui est à base d'Oreo, tu vois, genre un truc comme ça là. Ouais, bien dégueu. Après une bonne défaite, un truc comme ça je peux me l'envoyer vraiment en 3 minutes chrono. Ah ouais, bien. Mais T'as pris le temps de le savourer. à part ça, non, si peut-être voilà, je perds et le soir même je suis dans l'avion, peut-être un truc comme ça peut passer. Ouais. Mais c'est jamais des trucs vraiment excessifs parce que. Et, le coach te laisse faire? Bah ouais, parce qu'en fait, le truc c'est que quand c'est pas au quotidien, quand c'est juste occasionnel, en fait ça affecte rien par rapport à d'autres sports, tu vois, où je parlais avec Jimmy dans la course, il prend 100 grammes sur son corps, il me dit les stats elles sont C'est pas qui, du tout. Jimmy? Gressier. Coureur à pied qui est 5 fois champion d'Europe en 5000, 10 000, recordman d'Europe en 5000, enfin. Belle bête. Ouais, un athlète, un très bon pote à moi qui habite à Boulogne aussi. Et non, tu vois, on a quand même la chance aussi d'avoir un sport où, entre guillemets, la nutrition, elle est
elle passe en second plan, tu vois. Tu peux la veille, franchement la veille, hein, sans rire, hein, tu peux t'envoyer un truc comme ça, tu peux t'envoyer ça et ça, le lendemain tu peux arriver sur le terrain, putain, tu peux jouer l'acier, hein, tu vois, il n'y a pas de souci. Nalbandian, il avait plus mes abdos que les tiens. Hein. Il n'y a pas de souci, tu regardes, non. Bon, n'oublie pas l'objectif qui est de trouver des cartes Pokémon. Ah oui, oui. Attends, je vais me prendre une coconut water aussi. Bon, il n'y a pas, hein. T'es défait ou pas? Non. Non, je m'attendais, au Japon, ils en ont beaucoup dans les 7-Eleven. Alors, Ça, toutes ces merdes là, so, tu... by any non chance, do you bah, sell écoute. some Pokemon cards? Pokemon? No Pokemon cards? Ah, it's okay, no problem. Thank you. Comment ça, il te ok? Non, tu fais un scandale. Tu fais un sketch. Non, je suis déçu, pas de cartes Pokémon. Pokémon préféré du coup? Pokémon préféré, Rayquaza, le dieu du ciel. Ah ouais? Ouais. Il est rare lui? Ouais, très rare, c'est un Pokémon légendaire. C'est le meilleur. Chanson préférée? Je dirais Another Life par Ok. Motionless in White. Film? Film préféré? Ouais. Oh, c'est dur là. Allez, vas-y, Star boum. Wars épisode 3. Ville préférée? Ville préférée, Boulogne-sur-Mer. Oh genre! Mais quel mytho! Sans aucun débat. Ah putain! Joueur de foot préféré? Cristiano Ronaldo. Athlète que t'admires le plus? Cristiano Ronaldo. Métier que t'aurais fait si t'étais pas dans le tennis? Footballeur. Au hasard? Non, footballeur. Ah ouais? Quel poste? Bon, attaquant. Alors, ou alors vraiment un métier qui sort hors contexte sportif. Ouais. J'aurais bien aimé être agent de joueur. Ah ouais? Ouais, ça m'aurait pas- fait kiffer d'être agent. Tu penses que t'es assez requin pour l'être? Parce que à un moment Non, donné, mais, faut, mais je peux l'être. faut sortir les dents. Ouais, je peux l'être. Ouais, des petits coups de pied par-ci par-là, ça m'aurait pas dérangé Tu sais faire? pour avoir des gens. Non, je sais pas faire, mais j'aurais appris. D'accord. Ça ou alors, comme mon père justement, avoir des entreprises et gérer des mecs comme ça, faire des devis, tout ça, ça m'aurait fait kiffer aussi. Ok. Et footballeur, le côté équipe, toi qui n'es pas trop team spirit? Ouais, mais justement, j'aurais appris sur le terrain et c'est vrai que la différence entre les joueurs de tennis et les joueurs de foot, c'est que putain, au foot, t'es en Ligue 2, t'es en fin de Ligue 1, putain, tu gagnes des salaires par rapport au tennis qui sont astronomiques, alors que Ouais. nous, on est des joueurs qui sont entre 250 et 300e mondiaux, ils galèrent comme je sais pas quoi. Et si on compare la même chose au foot, 250e mondial, t'es quand même en première ligue ou t'es quand même tu peux être dans des gros clubs. Ouais, c'est hallucinant. Et la T'es différence, elle est- à 3-4 millions par an peut-être. Ouais, voilà, au tennis, si t'es à 70 000, si t'es à 100 000 euros à la fin d'année, C'est beau. en étant 270, 280, c'est beau, c'est que t'as fait une bonne année. Et à la fois, c'est mieux que le ping-pong, le squash. Exactement, c'est mieux que le tennis de le table, judo. c'est mieux que beaucoup d'autres sports, hein, Ouais. l'athlétisme, enfin je veux dire, où des mecs se sacrifient toute leur vie justement pour pas gagner un centime, quoi. Et ça, c'est... Non, mais on a quand même aussi beaucoup de chance dans le tennis, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup d'argent, on l'oublie, mais c'est quand même le sport de raquette le mieux payé au monde, c'est quand même dans le top 10 des sports les mieux payés au monde, hein, donc Bouffe préférée? sushi. Type de soirée que tu affectionnes le plus? Oh, Terrence, toi qui es un énorme fêtard. ouais, nuit blanche de vidéo avec mes potes. Ah ouais? Ah, ça c'est vraiment le type de soirée, tu vois, où je suis en vacances, Ouais. je suis chez moi, j'invite 3 potes, ils viennent les 3 avec leur écran. Non, mais je vais vous raconter là, une soirée typique. Ça doit sentir très très bon là-dedans. Depuis que j'ai 15 ans, c'est toujours les mêmes choses. J'invite les mêmes potes. Ouais. On va chez moi, on fait les mêmes rituels. Soit on ouvre des cartes Pokémon pour commencer la soirée. Voilà. Ensuite, on part au McDo. Superbe. On s'envoie un énorme McDo. Ouais. Ensuite, on part au cinéma. Ah Alors ouais. écoute bien, les gens vont se dire non mais pourquoi au cinéma? Mais écoutez bien parce que là c'est très important. Ouais. Au cinéma, on achète 4 énormes paquets de popcorn. Yes, c'est les vacances. Non mais c'est les vacances. On se lâche. Il faut quand même se lâcher à un moment donné. Ouais. Faut arrêter les conneries et dire ouais, faut 365 jours par an, on est comme ça. Ceux qui disent ça, c'est des menteurs. Voilà. Personne ne me dit. Hein. Ouais, mais c'est pour ça. Mais donc on prend 4 énormes paquets de popcorn, on rentre à la maison, chacun a son propre écran, on a 4 sur l'écran, on rentre à la maison, ça part. on Direct. vomit. Et après, ça part. On joue toute la soirée, puis on va se coucher à des heures pas possibles, on dort toute la Ah, journée. t'as dit on nuit est- blanche? Ouais, mais après on dort forcément le matin, quoi. Mais
Mais après, on a explosé toute la journée, mais au moins, Mais t'es bien, quoi. on fait une soirée, voilà. Putain, faut se détendre un peu aussi. Et la à quel nouille, hein, moment faut les arrêter. meufs rentrent en jeu là-dedans? Dans ce plan foireux? Non, bah non, justement, parce que on est 4 potes où soit on est tous casés déjà depuis un moment. Oh, genre, quand t'as 14 ans, mon gars. Non, mais non, pas quand j'ai 14 ans, je te parle de là, l'année dernière, etc. Quand on est casé, en général, on fait rien. Et après, ici, ça nous arrive un peu de sortir dans des bars, un peu, mais franchement, si on sort après 23h, c'est vraiment une ou deux fois dans ma vie, ça m'est arrivé, tu vois. Toi, t'es déjà allé dans les bars, t'es capable, socialement, d'aller parler à des Non. nanas qui te plaisent? Non, Injouable? non, non, Tu fais comment pour draguer? moi je drague pas. Ah bon? Et comment t'as fait pour choper ta nana? Bah, je l'ai rencontré en faisant du shopping à Miami. Bah, en fait, on a une amie en commun. Ouais. Donc en fait, c'était simple parce qu'avec cette amie-là en commun, du coup, on commençait à parler ensemble et on est rentrés tous dans une discussion. Ouais. On a commencé à échanger un peu et au Et final, t'as après, dit à sa pote, tu veux pas m'envoyer le number? non, c'est elle qui m'a ajouté directement. Oh, Donc, genre ouais. Souvent, il y a des gens, des femmes, des filles qui essayent quand même de profiter de la situation. Ouais. Tu vois, ça se passe beaucoup dans le foot où derrière, elles portent plainte pour X ou X raisons. Et c'est vrai que, bah, comme pour moi, ma carrière, c'est plus important que n'importe quoi. C'est vrai que je fais très attention à ça. Que voilà, je fais jamais de bêtises avec des personnes que je connais pas ou en lesquelles j'ai pas du tout confiance. Donc non, c'est vrai mais je connais beaucoup de joueurs qui se sont fait un peu niquer comme ça et au final les nanas elles ont porté plainte ou les nanas finalement elles ont dit qu'elles prenaient la pilule alors qu'elles la prenaient pas, derrière elles se retrouvent à avoir un gosse dans le dos, enfin tu vois, je veux dire, il y a des choses, ça peut arriver très vite, tu vois. Et surtout en étant sportif parce que bah voilà, elle voit le côté un Tout droit, peu, là, je crois. Non? elle voit le côté un peu famous, un peu le truc où il y a des caméras et tout ça, donc Tout droit, ouais. c'est vrai que ça peut aller très vite et c'est pour ça que bah, moi personnellement je fais très attention, mes potes aussi. Et voilà, et puis on n'a jamais eu de problème. Mais en contrepartie, je connais beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de problèmes avec ça. Est-ce que t'es plus casquette ou bandana? Casquette. Quand il fait chaud comme ça, casquette. Mais là, sur les indoors en France, là, en rentrant en Australie, full bandeau. Est-ce que t'es plus short limite pantacourt ou short au-dessus du genou? Au-dessus du genou. Ok. Pantacourt, c'est pas de mon époque. Je suis désolé, mais. T-shirt oversize ou, Oh, oversize. ou sans manches? Alors mes t-shirts de ville, quand j'achète des vêtements qui sont un peu branchés, un peu chers, dans les 99% des cas, c'est des t-shirts oversize. La sape la plus chère que t'aies payée de ta vie, c'est quoi? Vas-y, balance. Dans la même journée ou juste l'habit en lui-même ou est-ce que dans le shop? Ouais, balance toutes tes conneries que t'as pu faire. Dans le shop, dans Après, un shop une fois. Ouais. Après, c'est des Euh, kiffs aussi que tu t'es Ouais, fait, quoi. ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé chez Balenciaga de faire un moins 9000. C'est beau, ça. Ouais, dans la. Tu y retournais plusieurs fois dans la journée. En 20 minutes. Yes. 20 minutes dans la boutique. C'est j'ai quoi, dû une prendre- veste? Ouais, c'était une veste, 3 paires de chaussures, 2 sweats, 3 t-shirts et t'en as déjà pour 7-8 000. Et c'est vrai que derrière, un petit sac pour la chérie, tout ça, donc c'est vrai que ça part vite et ouais, à moins 9 000. Yes. Ouais, mais après, attention. Après, on parle de SAP. SAP, pour moi, c'est sacré. Ah ouais. Ouais, moi, j'aime bien m'habiller, tout ça. Donc, Et l'accessoire de mode que tu préfères le plus? Tu m'avais surpris avec une petite pochette là, en saison Ouais. 1 de Boulogne-sur-Mer Bah, qu'on n'a pas revu en saison 2, j'étais un peu triste. mon accessoire préféré, c'est les trousses de toilette, justement, qui font, tu vois, un peu style un peu footeux, style un peu basketteur, tu vois. tu sors de chez toi avec ta truc, quoi. Ouais, c'est ça, j'adore ça. Ok. Là j'en ai repéré une, là, d'ailleurs, chez Goyard, là, dès que je gagne un peu, dès que je passe 2-3 tours ici, je vais aller me la choper. Bon, je te souhaite, hein. Ouais, non, mais il y a des trucs sympas, des accessoires sympas. L'année Moi, je suis dernière- pas trop tout ce qui est sac à dos ou sac de voyage aussi. J'ai un beau sac que Franck m'a offert Sympa. quand je suis sorti des qualifs en Australie, qui m'avait offert un très beau sac de voyage. Mais non, à part ça, je suis pas trop accessoire de mode. Je suis vraiment plus fringues, etc. Et si, après, les plus grosses dépenses que j'ai pu faire, c'est pour m'acheter ma montre en fin d'année. Ouais.
Quand voilà, j'avais fait une bonne saison, voilà, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une Rolex. Combien? Et je l'ai acheté en magasin, je l'ai eu à 11 000 il me semble. Bon, ça va. Ouais, ça va, sympa. En plus, Ça c'est un va. bon placement. Ouais, c'est un beau placement, encore une fois. Hein, tu vois, par exemple, ça c'est monstrueux, ça par exemple. Un beau Lamborghini Urus, tu vois, ça me fait plaisir. Ah ouais? Ouais, j'adore ça. T'as quand même d'y aller là-dessus? Ouais. Mais bon, 600 000, fait chier un peu quand même. 600 000 boules, ça? Ouais, facile. Oh la vache. Bon, plus 400 que 600, mais tu rajoutes les options chez Lamborghini, ça vaut cher. Avec les assurances en plus, ouais. Mais la voiture est monstrueuse, hein, franchement. On viendra faire comment ça s'appelait, l'émission sur MTV où ils allaient visiter la maison d'un gars un peu connu, un rappeur. Et dans son garage, t'avais genre 10 bagnoles comme ça. On fera ça chez toi. Faudra que tu me le fasses dès que je suis un peu 20. meilleur. Ouais, dès que je suis un peu meilleur et dès que j'ai fait ma pièce entière pour ma collection Pokémon. Ah oui. Parce que là, Mais là, faut qu'on prenne 2 semaines, parce que là, je rachète à foison du Pokémon, là, je pense que tu te rends pas compte. Et alors juste pour terminer sur le tennis, Ouais. l'année dernière, t'es pas loin de sortir au premier tour qualif, t'es mené 1-7, 1-7, 4-3, 0-30. voilà, Et je gagne 6-4, 6-1. et tu finis par te qualifier, tu prends le premier sur Daniel au premier tour, je crois que tu mènes à Saint-Herbreck. Non. Non, 1-7, 1-0. Mais j'ai galéré toutes les qualifs, hein. Toutes les qualifs, Mais là, c'est quoi ton plan cette année là? bah, c'est de faire pareil que l'année dernière et mieux. Ouais. Donc mon objectif, c'est l'année dernière j'ai perdu au premier tour de tableau, cette année c'est passer les qualifs et passer un tour de tableau. Et pour moi j'aurais mieux fait que l'année dernière. Donc pour là, mon objectif c'est d'aller le plus loin possible, forcément comme dans chaque tournoi, aborder match par match, mais c'est déjà réussir à gagner mon premier tour qualif. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent extrêmement bien en qualif. Hein, quand on voit des Nishikori en qualif, quand on voit des Nishikori qualif, des Lucas Pouille qualif, des Mackenzie McDonald pâté de série qualif, des mecs Frank Pack, qui étaient top 50 toute la saison 2024 et qui là, tu vois, tu joues, j'ai une connerie, mais tu joues un Dusan Lajovic qui est 120 ou un Djere qui était 27 à la même période de l'année dernière et là qui est 210. Ouais. Au final, hey, how are you? Ce qui s'appelle une sous-chatte. Ouais, c'était Vertanen. Non, mais je veux dire, si tu chopes un. Bah, tu vois, même lui, tu chopes. Bah, regarde, bah, tu vois, lui, parfait exemple. Vas-y, Lachvili. Auto. Ah ouais. Tu veux Nicolas qui est 210, bah, j'ai joué d'ailleurs. T'es là, mon Nicolas? J'ai joué en Corée du Sud, perdu Scoutoder. Bah, vas-y, va le jouer à 250, lui. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de tours qui sont traquenards, donc c'est vrai que si les grands chelems, ça dépend aussi beaucoup des tableaux finaux, aussi, des tableaux que tu as. Et puis voilà, et puis après, forcément, faut. De toute façon, pour arriver dans les meilleurs, il faut battre les meilleurs. Donc au bout d'un moment, c'est les meilleurs, ils sont ici. Donc si tu veux être parmi eux, il faut les battre. Ouais. Et puis. C'était au-dessus, non? Ouais, et puis voilà, et puis on verra bien comment ça se passe. On va déjà essayer de passer le premier tour, et puis après, on verra bien Quand ça se goupille. bien sûr, tu sais. Ah non, Mercure. Ouais, voilà. Ouais, Ah, toi? ouais, moi ça va super. C'est quoi tes chaînes YouTube que tu suis? Compte Insta? Alors, Squeezie Gaming, Ah, tu regardes? Ah ouais. Gotaga, Je connais pas. On s'en fout. Tennis Next. TV. Ouais. Tennis TV, après, en général, je suis soit beaucoup de tennis, ou soit jeux vidéo, donc c'est l'un ou l'autre. Là, en ce moment, je me suis mis avec Karine, on s'est mis à regarder les Mr Beast Games. Ok. Ouais, très C'est intéressants, bien. qui sont sortis sur Prime Video d'ailleurs. C'est un monstrueux qui Plus organise gros youtubeur du monde. trop- 300 000. 350 millions. 350 millions, ouais. Tu d'abonnés, sais qu'on lui a ouais. proposé 1 milliard pour racheter sa chaîne YouTube Ouais. et il a refusé. 1 milliard d'euros, de dollars. Ah, mais c'est énorme. Ouais, j'avais vu un reportage comme quoi il dépensait 50 à 100 millions par vidéo pour Ouais. faire un jeu, etc. Putain, c'est incroyable. C'est ouf, hein. Et là, du coup, on s'est mis à regarder ça avec Karine hier. Ouais. Et parce qu'on a fini Squid Game, on voulait voir un truc sympa et du coup on s'est mis à la chaîne de MrBeast. Et putain, monstrueux. Et puis après, pareil, hein, toujours pareil, ça change pas. Depuis que j'ai 15 ans, je regarde toujours tout ce qui est Squeezie, Gotaga, Squeezie Gaming, j'adore. Tous les best-of, tout ça, j'adore. Blitzstream aussi parce que je regarde beaucoup de chess, Ok. des échecs. Donc je suis pas mal Blitzstream et sur Insta, tout ce qui est sport et mes potes. Et alors, important, un petit mot pour les Extiens, Ouais. les gens de Tennis Legend, évidemment. Bien sûr. Et les les deux Extiens, réunis. les deux réunis, qu'est-ce que tu leur dirais, un petit coucou? Bah non, voilà, je les embrasse très fort et puis voilà, et puis dès que j'ai l'occasion de passer dans
dans les locaux, je le ferai avec plaisir. Là, c'est vrai que je vais avoir un moment après l'Australie où je vais être quand même pas mal en France avec les ATP et Challenger. Donc j'ai décidé de rester en France après l'Open d'Australie pour jouer Montpellier, Marseille, Lille, etc. Donc voilà, si j'ai l'occasion de passer dans les locaux, je passerai avec plaisir, rencontrer un peu tout le monde, voir comment ça se passe au sein de l'entreprise. Et moi, ça me fait toujours plaisir aussi de rencontrer beaucoup de gens sympas. Et puis voilà, et puis j'ai hâte. Allez, vas-y, conclue parce que je sens que t'es fort là-dessus. Ah, je vais faire la Qu'est-ce conclusion. qu'on va faire? Non, abonnez-vous à la chaîne Tennis Légende qui s'affiche juste là. Voilà, n'hésitez pas à s'abonner aussi à mes réseaux qui sont juste là. Oh, genre. Et à Tennis Légende Podcast qui va s'afficher juste là. Et à Tennis Légende sur Insta juste là. Il est fort. Pas monstrueux? Allez, bon tournoi, mec. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci d'avoir pris le Ciao, temps, ciao. c'était cool. Avec plaisir. Ciao, ciao. Et on avait aussi interviewé Terence lors de l'Open d'Australie 2023. Il s'était qualifié pour le tableau final. Au cas où il y a quelques pépites à côté desquelles vous seriez passé, on vous remet en rediffusion également cette interview en direct du premier grand chelem de l'année à l'époque. C'était un moment très sympa. Donc voilà, c'est cadeau. Séance de rattrapage pour tout le monde. Salut Terence. Bien, salut Max, comment vas-tu? Ah bah moi je vais bien, je te remercie. Et toi-même? Ah bah très bien, excellent. Maintenant que t'as un an de plus, ça te fait combien là? Ça me fait 22. Depuis 22 hier. depuis ce matin, très tôt. Parce que je suis né à 17h heure française. Donc mon anniversaire était à 2h du matin ici. C'est merveilleux, tu l'as fêté dignement en passant ton premier tour de qualif à Melbourne. Et alors juste un poil de contexte, on est donc en Australie et cette interview fait partie d'une série de 5 au sein de la team Extia que tu viens de rejoindre. Tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est dans la foulée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter avec tes propres mots à toi, Terence? Bien sûr. Bah, présentation tout simple. Terence Atman, 22 ans, collectionneur Pokémon et de temps en temps je joue un peu au tennis. Voilà, je suis aujourd'hui 144e mondial tennis et j'aime Pokémon. C'est beau. Et les animés? Et les animés, ouais. Même si en ce moment il n'y a pas trop d'animés qui sont sortis, donc je m'ennuie un peu, mais voilà, toujours Pokémon pour attraper. Alors, un poil de contexte en plus, c'est qu'on s'est rencontrés, pour ceux qui n'ont pas suivi Boulogne-sur-Mer, la série. Je vous invite évidemment à aller regarder sur YouTube. Nous, c'était quelques mois avant, dans la queue d'un avion pour aller à l'US Open. Ouais. Tu t'es retourné, tu m'as dit Tennis Légende, ça voyage en premium. Ouais. Et il s'est avéré qu'on était l'un à côté de l'autre dans l'avion. Et c'était tes premières qualifs à l'US, hein, c'est ça? Ouais, c'était mes premières qualifs de c'était ma première qualif en Grand Chelem où je rentrais en qualif sans wildcard. J'étais 230 il me semble à cette époque. Et ouais, puis on s'est rencontrés comme ça. Et puis moi, moi j'avais déjà vu 2-3 vidéos avec ta tête dessus, donc on peut pas trop l'oublier. Euh, Il sait me complimenter cet homme. Mais non, c'était pas un compliment, c'est pas. J'ai compris. Non, et puis on s'était rencontrés là à l'US Open, et puis ensuite on s'est revus sur ces rencontres par équipe, tout simplement, pendant un mois et demi. Donc c'est un très bon moment. J'ai beaucoup aimé participer à cette mise en scène, on va dire, entre guillemets, pour les matchs par équipe. Et c'était vraiment un moment vraiment très sympa et très convivial avec toi et Nathan. Bah, c'est sympa. Après, nous, on peut dire que tu es quand même un sacré client parce que tu en balances de la connerie au mètre carré. Ouais. Et à la fois, on va revenir sur ton parcours et tout, mais juste pour rebondir sur les matchs par équipe, bon, vous n'êtes pas monté, donc c'était Non. pas l'issue qu'on attendait. Ouais. Mais est-ce que tu es tant que ça un team player? Est-ce que tu es plus individuel, tu penses, ou est-ce que tu arrives à te mettre au service de l'équipe? Ouais, je pense. Très honnêtement. Bah, très honnêtement, je pense que j'ai un peu de mal à mettre au service de quelqu'un, d'une équipe, parce que bah, voilà, le tennis, c'est un sport qui est extrêmement individuel. Et puis moi, j'ai pas eu la chance de participer au double. Également, dans ma vie, j'ai fait très peu de double. Donc c'est vrai que jouer avec quelqu'un, déjà pour me former, pour ne pas jouer pour ma propre personne, ça, c'est toujours compliqué pour moi de me mettre au service d'une équipe quand on vient d'un sport individuel comme le tennis. Après, tu vois, j'essaie quand même de faire de mon mieux, d'être là pour l'équipe, d'apporter un peu de support. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais après, c'est toujours du bonus, toujours du plus, voilà, pour finir cette saison, faire des matchs par équipe avec l'équipe de Boulogne, c'est fantastique. Bon, on va revenir sur ton parcours. Toi, tu es un peu en dehors du cadre, assez atypique, parce que tu n'as jamais été à la Fédé, il me semble. Jamais forcément dans les meilleurs, soutenu, tout ça. Donc c'est assez incroyable de te retrouver ici, deuxième tour de l'Open d'Australie, qualification.
Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé le tennis? Comment tu as découvert ce sport déjà? Ouais, bah, j'ai commencé le tennis à l'âge de 6 ans et demi. En fait, il faut savoir que je suis un grand fan de jeux vidéo également. Et j'ai commencé le tennis grâce aux jeux vidéo. Parce que C'est-à-dire? quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à la Wii avec les manettes et puis je jouais beaucoup à Wii Sport. Et sur Wii Sport, il y avait du tennis. Et je passais mes journées à jouer à Wii Sport. Et un jour, ma mère est rentrée du travail. Elle a commencé à m'insulter un peu en disant que c'était plus possible, qu'elle en avait marre que je reste la journée scotché devant la télé à jouer aux jeux vidéo. Et du coup, c'est comme ça qu'elle m'a inscrit dans un vrai club de tennis. Et j'ai commencé le tennis comme ça, tout simplement. T'es né à Boulogne-sur-Mer? Ouais, je suis né à Boulogne-sur-Mer, j'ai grandi à Boulogne-sur-Mer. J'ai passé 4 ans dans le sud également, sur Toulon. Donc j'ai fait de mes 13 ans à 14 ans et demi. Et j'ai fait 16 ans, 18 ans. Dans une académie? Ouais, en privé. En privé, dans une académie un peu en privé où j'avais mon coach qui était basé dans le sud. Du coup, j'avais déménagé dans le sud depuis tout petit. Puis ensuite, voilà. Avec tes parents ou solo? Non, solo. J'étais seul. Je me suis retrouvé seul à vivre un peu tout seul à l'âge de 13 ans. Donc ça a été très formateur aussi dans ma progression. Et puis après, voilà, j'avais mon appartement quand j'avais 16 ans. J'avais mon appartement seul. Je me faisais à manger tout seul, etc. Au début, c'était pas facile, mais j'ai appris à cuisiner. J'ai appris pas mal de choses. Ma mère m'a bien guidé. Elle essayait de venir quand même le plus de fois possible dans le sud. Parce que c'est quand même des voyages qui étaient assez longs. De Boulogne-sur-Mer à Toulon, c'est quand même 1000 km. Donc c'était pas évident. Mais voilà, elle essayait toujours de venir 1 ou 2 fois par mois. Une petite semaine par-ci, une petite semaine par-là. Donc non, le temps est passé très vite et je me suis pas trop ennuyé durant cette période alors que j'étais très loin de ma famille, que j'avais personne entre guillemets qui parlait de tout ça. Donc non, c'était cool. C'était quoi ton plat signature à l'époque? Terence Atman au fourneau, Ouais. nu sous son tablier, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à pâte carbonara. Ouais. J'adore, je fais des très bonnes Voilà. pâtes carbonara, je vois, rien de spécial. T'as mis des légumes ou pas là-dedans? Ouais, bien sûr, j'achetais à l'époque, j'achetais des légumes surgelés que je faisais cuire moi-même, plus derrière après des pâtes et tout. Après, de toute façon, les repas ils sont copieux en tant que sportif, hein. Ça reste beaucoup de viande blanche, beaucoup de féculents, beaucoup de prod. Donc au final, les plats sont pas très compliqués à faire. Et quand j'étais en week-end, j'essayais de me faire un peu des gâteaux, j'essayais un peu de varier un peu, de cuisiner. Et ouais, ça me plaisait et ça me plaît toujours. Si j'ai la chance d'avoir un peu de temps libre sur les prochains mois, j'aimerais beaucoup prendre des cours de cuisine. Je trouve ça super sympa. On va faire un petit vlog ensemble là-dessus, je Ouais. pense. Il y a des choses à dire. Avec grand plaisir, ouais, moi ça m'intéresse. J'aime beaucoup un peu tout faire, donc j'aime bien toucher à tout. Donc c'est vrai que la cuisine, pour moi, c'est intéressant. Puis ouais, pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous faire ta progression de non classé à numéro, étape par étape? Ouais, Avec, je je sais pas si tu as les âges, c'est peut-être un peu plus compliqué me ça, souviens. mais. Je me souviens. J'ai eu mon premier classement à l'âge de 10 ans, j'étais 35. Ensuite, après, je suis désolé, mais entre 11 et 13 ans, je me souviens plus trop. Ouais, pas Je grave, sais. le jump des classements. Ouais, je sais qu'à l'âge de 13 ans, j'étais 4-6. Et que pour mon anniversaire, Ça, entre 35 et 4 ça fait quoi? justement, je sais plus trop et j'ai pas envie de dire de bêtises à la caméra, mais il me semble que j'ai fait 35-30, 30-15-4, 15-4, 15-15, 4-6. Et là, à partir de 13 ans, donc j'étais 4-6. Ensuite, pour mon anniversaire, pour mes 14 ans, j'étais 1-6. Et ensuite, à 15 ans, j'étais à -2. À 16 ans, j'étais -15. Et vers fin d'année de mes 16 ans, j'étais numéro. Ah, c'est propre. Ouais. Et pourquoi t'as jamais été soutenu par la Fédé? Parce que devant moi, il y avait des joueurs plus forts, tout simplement, comme Harold Maillot, Lilian Marmousset, Arthur Cazot, Martin Brezac. Enfin, il y avait pas mal de joueurs français qui étaient devant moi, donc forcément, je n'étais pas vraiment mis en valeur, même si j'étais quand même parmi les meilleurs, mais il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que moi devant, donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont pas trop soutenu au début. Je crois que tu pétais des gros câbles aussi sur le cours, non? Ouais, toujours, hein, ça, il y a des choses qui n'ont pas changé, mais un peu moins maintenant, mais c'est vrai que Je crois que ça a joué. ouais, bien sûr, ça a joué. J'ai un tempérament qui est très nerveux sur le terrain. Je suis très perfectionniste, donc dès que surtout quand j'étais plus jeune et que j'avais pas cette maturité pour me dire, bah voilà, j'ai pas besoin de jouer top 10 pour gagner des matchs.
C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me canaliser étant plus jeune, donc je pense que ça a joué aussi parce que c'est vrai que quand tu as le choix entre un joueur qui joue au même niveau, mais que tu en as un qui pète des plombs, qui casse des raquettes tous les 2 matchs, et quand tu en as un qui est hyper calme et hyper stable sur un terrain, c'est vrai que tu as plus tendance à choisir un mec qui est stable. Après, ça veut pas dire que pour autant que je suis une mauvaise personne ou que je suis quelqu'un, c'est juste que voilà, j'arrivais pas à gérer cette exigence que je mettais envers moi-même et ça me faisait totalement vriller. Et ton père te rentrait dedans à ce moment-là, le fait de devoir acheter des raquettes et tout, ça se Non, passait comment? non, parce que j'avais la chance, comme j'étais quand même parmi les meilleurs depuis le début, j'avais quand même la chance d'être sponsorisé par les marques de raquettes, donc c'est vrai que j'ai jamais payé un cadre de ma vie. Et eux te mettaient pas forcément de barrière? Non, pas forcément, parce que voilà, ils savaient un peu comment j'étais, ils savaient pourquoi ils m'avaient signé, et puis non, ils ont toujours été cool avec moi. J'ai dû racheter peut-être 3 ou 4 cadres depuis tout jeune, quoi. Mais non, c'est vrai qu'ils ont toujours été sympas avec moi, toujours été cléments sur les raquettes cassées, sur tout ça. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, c'est un peu différent. Maintenant, je commence à me rendre compte quand même que voilà, on peut casser des raquettes, tout ça, mais voilà, c'est pas quelque chose à faire. Je pense que maintenant, c'est passé. Est-ce que ça te rendait dingue particulièrement de pas forcément être dans le giron et soutenu comme les autres? Première partie de question. Et est-ce que ça t'a donné un fire? Si oui, est-ce que ça t'a donné un fire supplémentaire? Ou sinon, est-ce que tu es heureux d'être là tout simplement avec moi à cette table? Ouais, je pense que ça a joué un peu dans ma progression. Je pense que quand j'ai vu que mes copains étaient soutenus et pas moi, c'est vrai que ça m'a piqué un peu dans mon ego et dans mon mental. Donc c'est vrai que je pense que ça a allumé un peu un feu en moi qui a fait que voilà, que j'avais peut-être envie inconsciemment de prouver à tout le monde que moi aussi je pouvais être un bon joueur et que je méritais ma place ici parmi les meilleurs Français. Et ouais, je pense que ça a contribué un peu à ça. Après, maintenant, j'ai plus rien entre guillemets à leur prouver, tu vois, même à qui que ce soit, mais je joue pour moi-même maintenant. Mais c'est vrai que plus jeune, ouais, ça peut être un élément déclencheur, entre guillemets, qui a un peu accéléré le processus sur ma progression, je pense. Ouais. T'as arrêté l'école à quel âge? J'ai un parcours aussi atypique sur l'école. Il faut savoir que j'avais des horaires aménagés en sixième. En fait, j'avais que les cours principaux le matin. Et c'était un accord que j'avais avec mon collège. Et puis l'après-midi, j'arrivais à m'entraîner librement. C'est quoi les cours non principaux? Bah, Techno? ouais, j'avais des cours non principaux comme techno, SVT, physique, chimie, sport. Tout ça, ça saute. Tout ça, non, tout ça, ça sautait pas. Mais disons que ça, je l'ai rattrapé quand j'avais le temps. D'accord. Et voilà, en cours principal, j'avais forcément le français, mathématiques, histoire géo, anglais. Tous les cours vraiment principaux étaient mis au matin. Et puis après, une fois que j'ai fini cette sixième, après voilà, on a décidé d'arrêter complètement et de passer au CNED. D'accord. Donc j'ai fait le CNED de la cinquième à la troisième, j'ai passé mon brevet. Et une fois que j'ai passé mon brevet, après j'ai complètement arrêté l'école. Ouais. Arrêté le CNED, j'ai complètement arrêté parce que voilà, j'avais plus le temps avec mes entraînements. D'ailleurs, à partir de 14-15 ans, je commençais à vraiment voyager autour du monde. Donc ça n'a pas été, simple aussi de mixer entre l'école et le tennis, et j'ai fait le choix d'arrêter l'école pour me consacrer à 100% au tennis, et aujourd'hui je le regrette pas, non. Ce que je trouve incroyable, c'est que tu parles un anglais parfait, avec un accent délicieux, et tu t'exprimes hyper bien en français. Enfin, comment t'as continué de te former en fait? Parce que tu pourrais être déjà, t'étais pas censé être bilingue forcément. C'est quoi ta manière à toi d'avoir continué d'apprendre en fait? Ouais, moi je suis quelqu'un de très passionné sur un peu tout ce que je fais, donc après j'ai eu de la chance parce que ma mère est bilingue aussi à la base, D'accord. donc ça m'a beaucoup aidé. On faisait beaucoup de cours d'anglais ensemble déjà depuis tout petit, donc ça a aussi un peu contribué. Et puis après voilà, j'essaie de m'exprimer proprement, j'essaie de pas trop bafouiller, de pas trop mixer entre guillemets les mots. Donc, et puis l'accent, ouais, j'essaie d'avoir le meilleur accent possible, d'essayer de m'exprimer du mieux que je puisse, mais voilà. Hein. Hello Terence, do you speak English? Yes. What's your name? Yes. Il la connaît. Lui. Je la connais, ouais. Malheureusement, tu la pas. Ouais, non, et puis après, voilà, l'anglais, j'ai toujours continué à développer avec mes potes du tennis que j'avais à l'étranger. Donc, c'est vrai qu'à force de s'exprimer en anglais, au final, on commence à prendre un peu le rythme. Et puis après, comme je voyage souvent, la langue que je parle le plus durant l'année, c'est l'anglais quand même. Ouais. Donc, au bout d'un moment, tu es obligé de parler anglais parfaitement pour pouvoir tenir une conversation quand même avec des mecs.
Ton tout premier point ATP, tu peux nous le raconter? Tout premier point ATP, c'était à Afrique du Sud, à Johannesburg, la ville la plus meurtrière au monde. Johannesburg. Ouais. Un crime toutes les 3 minutes. Bon, après, tu sors de l'aéroport, tu vas à l'hôtel des joueurs, tu vas sur les cours de tennis, tu t'en rends pas compte, si? Bien sûr que tu t'en rends compte. Ah. J'ai des belles anecdotes Excusez. là-dessus. Bah, en fait, je jouais, donc j'avais 17 ans à l'époque, c'était il y a 4 ans, et je jouais un junior, un grade A, junior, donc les plus gros tournois juniors qui étaient à Cape Town, en Afrique du Sud. Et j'avais fait finale cette semaine-là. Et puis il y avait un 15 000 qui se déroulait la semaine d'après à Johannesburg. Et j'étais avec mon meilleur pote Arthur Cazot là-bas. Et mon coach n'avait pas pu m'accompagner. Du coup, j'étais resté avec Arthur et à l'époque son entraîneur Julien Gillet. Et donc, du coup, avec Julien et Arthur, on était restés toute la semaine ensemble. On avait fait les entraînements ensemble. Julien venait sur les matchs. Puis moi, j'allais sur les matchs d'Arthur. Enfin, c'était vraiment très sympa. Et donc, Arthur perd en demi-finale du tournoi. Moi, je perds en finale. Et puis, avec Arthur, on fait finale au tournoi en double. On perd en finale. Et la semaine d'après, il y avait un 15 000 et puis bah, j'étais pas inscrit, je savais même pas comment on s'inscrivait sur un futur, tout ça. Donc je vais là-bas un peu à l'intox, et je m'inscris et je rentre tableau final en fait parce que j'avais eu une espèce d'exemption en junior qui était pas trop autorisée, mais au final ils ont eu un accord avec les ITF, enfin bref. Et du coup, je suis rentré tableau comme ça à 17 ans et bah, j'ai eu mon premier point ATP comme ça. En fait, j'ai passé mon premier tour, j'ai même passé mon deuxième tour. Tu bats qui? Euh, Alors, si tu tiens pas. je sais plus du tout. Tout ce que c'est que j'avais gagné à 980 ATP au premier tour. Et derrière, j'avais gagné à 1000, je crois. Et j'avais perdu en quart de finale du 15 000 pour mon premier futur contre Benjamin Locke, qui était des Zimbabwe, qui était 400 et qui est encore dans ces alentours-là aujourd'hui. Donc, ouais, je me souviens par cœur de ce match. Ouais. Énorme. Bon, on prendra un jour le temps de faire un épisode un peu plus complet. Ce qui est assez incroyable, c'est que ce moment où on se rencontre dans l'avion, t'es 300 par là, 230? Ouais, on se rencontre dans l'avion, j'étais 235 à peu près. Ouais. C'était quand? C'était fin août, début septembre? Ouais. Ouais, début septembre, ouais, j'étais 230. Ouais. Et Robin, ton coach, me dit je lui sens une progression incroyable, il a tout pour être top 100 bientôt. Et quand tu connais pas la personne en face, tu te dis bon, bah, c'est ce qu'on lui souhaite, hein, mais en vrai, on sait pas. Et derrière, tu claques une saison en Chine assez folle, une tournée chinoise de dingue. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est mis en place? Et même si hier, tu as failli passer à la trappe, donc parfois ça joue à rien, mais est-ce que tu as quand même des ancrages un peu plus forts qu'avant? C'est quoi ton évolution là? Ça s'est joué à rien. Tu vois, par exemple, on est arrivé en Chine, j'ai perdu, premier tour, je sauve 7 balles de match sur mon premier tour, sur mon premier challenger que je gagne. À préciser, c'est que tu perds au deuxième tour qualif, ça m'avait fait halluciner. À l'US Open, tu sautes dans l'avion, tu joues 2 jours après. C'est incroyable, je perds le vendredi soir contre James Duckworth avec 3 balles de match et je perds 18 au super tie-break du troisième. Ouais. On finit le match à 20h, je rentre à l'hôtel, je prends ma douche, je commande à manger et à minuit et demi on était dans l'avion pour aller en Chine. Donc le vendredi, je jouais mon premier tour le lundi soir. Vous avez booké l'avion en sortant du cours quoi. Booké l'avion en sortant du cours, on a dit bah c'est bon, on y va, on a le temps d'y aller, on y va. Et au final on se retrouve à être en Chine, on part le vendredi soir, on arrive le dimanche matin en Chine avec 12 heures de décalage et qu'une seule journée d'adaptation. Et donc j'arrive le lundi, je joue le lundi soir, j'arrive mais explosé sur le terrain. Je joue une wildcard, je gagne 7-6 au troisième en sauvant 7 balles de match. Et derrière je gagne le tournoi en me levant tous les matins à 2h30 du matin, parce que c'est impossible de dormir après 2h30 et je me couchais tous les soirs à 20h. Parce que finalement ça t'enlevait de la pression parce que tu t'es dit bon bah voilà, là si je perds c'est normal. Bah ouais, je me suis dit bah tu sais quoi, fais comme tu peux, de toute façon je vais être en Chine pendant 2 mois, premier tournoi si je perds tôt c'est pas très grave, j'aurai quelques jours encore de sommeil d'adaptation. Puis au final je me retrouve à gagner le tournoi. Ouais. Donc on était un peu surpris entre guillemets, on s'est regardé, on était mort de rire toute la semaine quoi parce que au final, j'arrive et puis derrière, ça me relâche. Je gagne en 3-7. Deuxième tour, je gagne en 3-7. Quart de finale, je gagne en 2. Demi-finale, je gagne en 3. Et finale, je gagne en 2. Donc au final, on se retrouve en fin de semaine en train de manger l'un en face de l'autre avec le titre. Et on se dit, mais la semaine, on l'a pas vu passer, quoi, tu vois.
Donc ensuite, on se retrouve sur la deuxième semaine. Je perds au deuxième tour, un peu fatigué, pas eu trop le temps de récupérer. Enfin, on a enchaîné, on a pris des vols internes parce qu'il faut savoir que la Chine est les gens le savent, mais la Chine est un très très grand pays. Donc on a eu un vol de 4 heures quand même entre deux villes en Chine, avec 2 heures de décalage horaire en plus. Donc c'était pas évident. Et puis derrière, je me retrouve à perdre au deuxième tour à Shanghai sur un Challenger 100. Et puis la semaine encore d'après, bah, je regagne encore un Challenger où je sauve encore 3 balles de match en finale, quoi. Donc c'était vraiment... ouais, et puis après voilà, Master 1000 à Shanghai, je passe les qualifs, je gagne mon premier tour sur Jordan Thompson, je joue au Nico Jarry qui était top 20, enfin des expériences de dingue. Dingue, ouais. Zhuhai, ATP 250, ou sur mon premier set du circuit ATP, sur mon premier match de ma carrière, je gagne 6-0 contre Nishoka. Après je m'écroule parce que voilà, gagner 2 challengers en 3 semaines et j'avais même pas encore récupéré. Et pour te dire, donc il y avait 2 semaines entre Zhuhai et Shanghai, et sur ces 14 jours, j'ai pris 8 jours de repos. Pour te dire à quel point j'étais fatigué. On a essayé de retaper après 5 jours, je n'arrivais pas à taper une balle. J'étais mais vidé, épuisé, à un point, un squelette. J'ai même hésité à rentrer en France. Et au final, on a poussé, on a réussi à faire Shanghai, j'ai très bien joué. Puis ensuite, derrière, on est rentré en France, j'étais complètement explosé. Et après, j'ai fait ces matchs par équipe, malheureusement un peu fatigué, un peu dans le trou. Mais voilà, après, c'était une superbe expérience quand même. Bravo. Bon, désolé pour le bruit, hein. On est dans le resto 4e, il y a une porte qui claque qui me rend dingue. Mais on est bien quand même, ne t'inquiète pas, Terence. Ouais, toujours. Hein. T'as quoi? T'as une sieste de prévu dans pas longtemps? Non, j'ai entraînement. À quelle heure? 16. Ouais, d'ici, il faut que j'ai... On va la jouer fine. Ouais. Ok, donc ça se goupille bien, tu mets de la confiance de côté, tu as des super résultats. Là, tu es un peu dans une autre dimension, tu es 140. Deuxième tour au qualif. Comment tu l'appréhendes ce deuxième tour? Ouais, je l'appréhende super bien. J'ai passé mon premier tour hier à stress. J'étais un peu stressé. J'ai pas très bien géré le premier set hier, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Au passage, j'aimerais quand même remercier les fans français qui étaient présents sur le bord du groupe, qui m'ont vachement aidé. Il y avait un groupe d'une quinzaine de Français qui se levaient à tous les points, qui mettaient de l'ambiance. Et je pense qu'ils m'ont vraiment aidé à passer au-delà de cette barrière un peu de je joue mal, je suis pas bien, j'y arrive pas. Et au final, j'ai réussi quand même à trouver du positif un peu dans ce que je faisais, même si je contrôlais pas grand-chose. Mais au final, j'ai réussi à trouver un peu de positif, et ce positif-là à le transformer en une force. Et puis au final, après derrière, j'ai réussi à dérouler dans le deuxième set. Et puis après, voilà, dans le troisième set, une fois que tu as passé cette étape de stress, après, je commence à me relâcher. L'autre a commencé à se tendre un peu, ça s'est inversé. Puis après ça s'est bien passé, donc je suis content. Puis voilà, deuxième tour demain, à appréhender avec sérieux, même si le joueur est moins bien classé. Mais voilà, il faut toujours rester sérieux, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, voilà, je vais l'aborder comme un match comme un autre, hein, mais voilà, va falloir rester sérieux, va falloir rester vigilant, et puis il va falloir juste s'exprimer pleinement et essayer d'aller chercher un troisième tour en qualif ici. C'est vrai que tu es sérieux là, hein. Je te sens sérieux, je te sens concentré. Ouais. Très sérieux, très concentré, 2024, nouveaux objectifs. Voilà, nous on a changé pas mal de choses sur ce foncier, on a amélioré pas mal de choses, donc c'est vrai que j'aimerais essayer de mettre en place un peu ce qu'on a travaillé le plus rapidement possible pour progresser encore plus vite. Donc non, très sérieux, je me sens beaucoup plus mature entre guillemets en tant que personne, un peu dans mon tennis. Donc non, voilà, j'ai hâte de voir ce que 2024 me réserve. Moi, je compte donner à 100% sur chacun de mes matchs, et puis après la suite on verra, hein. Ça restera une conséquence, mais voilà, je suis content d'être là et on verra comment ça se passe sur la suite. Alors pour conclure, tu as rejoint la team Extia composée de toi-même, Arthur Hinderknecht, Hugo Nice, Nicolas Mahut, Constant Lestienne. Oui. Peux-tu nous expliquer ce qu'est cette team et pourquoi avoir choisi d'en faire partie? Et ce qu'il t'apporte également? Ouais, voilà, Extia, c'est une boîte d'informatique détenue par Arnaud Frey, qui est du coup maintenant un de mes sponsors majeurs. Arnaud Frey, grand pote de Franck Pack, directeur de ton club à Boulogne-sur-Mer. Tout à fait, c'est Franck qui m'a fait connaître Arnaud, on a beaucoup échangé, il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait pour les joueurs, ce qu'il aimerait apporter à certains joueurs. Donc c'est vrai que le concept m'a tout de suite plu, et puis voilà. Et puis tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, il m'a choisi pour faire partie de sa team. Après Arnaud, en majeure partie c'est un soutien financier quand même, voilà, qui va m'aider, qui va m'accompagner, j'espère le plus longtemps possible sur ma carrière.
Et puis voilà, Arnaud, c'est un mec qui est très gentil, c'est une très bonne personne aussi humainement. Donc c'est vrai que voilà, c'est un soutien également moral aussi, beaucoup plus que financier, parce que voilà, si j'ai besoin de quelque chose, de 2-3 conseils, si j'ai besoin de quoi que ce soit, Arnaud il est toujours là pour moi et je suis vraiment très content d'avoir rejoint sa team aujourd'hui. Et puis j'espère que cette bonne entente et que cette bonne ambiance au sein de la team va continuer, même avec les joueurs de cette team. Et puis voilà, j'espère qu'on ira loin ensemble. Allez, bon deuxième tour. Merci Et Bamos, mon gars. Ouais, c'est clair, on va aller chercher ça. Hein. Ciao, Vamos.